Mademoiselle, mademoiselle, vous devez partir maintenant. Les yeux de Kate Walsh s'entr'ouvrirent dans l'obscurité. Elle sentit le métal froid sous sa joue. Le quai était vide. Le dernier train était parti il y a 3 heures. Elle avait attendu jusqu'à ce que son corps lâche, effondré contre sa malle. Un contrat d'enseignement était toujours serré dans ses doigts gelés. Personne n'était venu. Le directeur de l'école qui avait promis de l'accueillir était parti. La ville pour laquelle elle avait parcouru 800 miles était inaccessible. Et maintenant, ce chef de gare voulait qu'elle parte dans une nuit qui s'étendait comme une tombe ouverte. Avant de commencer le voyage de Kate, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne et restez avec nous jusqu'à la toute fin de cette histoire. Dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyagera. Maintenant, continuons. La lanterne du chef de gare se balançait avec impatience. J'ai dit que vous deviez partir. Kate se redressa, chaque muscle protestant. Sa robe était froissée au-delà de toute reconnaissance. Son chapeau était tombé quelque part dans le noir, et sa bouche avait un goût de poussière et de défaite. Partir où? Ce n'est pas mon problème. Il se détournait déjà. La gare ferme à minuit. La ville est à 6 miles au nord. 6 miles. Sa voix se brisa. Monsieur, s'il vous plaît, on devait venir me chercher ici. Monsieur Arlen Coleman, le directeur de l'école. Coleman? L'homme s'arrêta et quelque chose changea sur son visage. Pas de la sympathie, quelque chose de pire. Vous êtes l'enseignante de Boston. L'espoir jaillit. Oui, oui, je suis Catherine Walsh. Est-ce qu'il est encore? Mademoiselle Coleman a pourvu ce poste il y a 2 semaines. La lumière de la lanterne éclaira son expression, de l'embarras mêlé à de l'irritation. Sa nièce de Denver a pris le poste. Les mots la frappèrent comme des coups physiques. C'est impossible. J'ai un contrat signé. Signé ne veut pas dire honoré. Il haussa les épaules. Ça arrive tout le temps. Les familles s'occupent d'abord des leurs. Il fit un geste vague vers le nord. La pension de famille en ville a peut-être une chambre, ou le train du matin pour l'Esport à 6 heures. J'ai dépensé tout ce que j'avais pour venir ici. Alors vous avez un problème. La lanterne s'éloigna. 5 minutes. Ensuite, je ferme, que vous soyez là ou non. Kate resta figée tandis que ses pas s'estompaient dans l'obscurité. Le contrat tremblait dans ses mains. Du papier sans valeur et des promesses vides. Derrière elle, la prairie s'étendait, infinie et noire. Devant, 6 miles de route inconnue. Au-dessus, des étoiles trop froides pour s'en soucier. Elle avait tout quitté. Sa place chez sa tante à Boston, où elle était tolérée mais jamais désirée. La sécurité des rues familières pour cette promesse de quelque chose de plus, d'un but, d'un sentiment d'appartenance. Tout cela avait disparu. Sa malle était posée à côté d'elle comme une accusation. Tout ce qu'elle possédait dans une seule valise abîmée. 20 ans de vie réduits à ce qui pouvait tenir dans une boîte. La porte du chef de gare claqua. Un verrou fut tiré. Kate ramassa sa malle. Mon Dieu, qu'elle était lourde. Et elle commença à marcher vers le nord, vers une ville qui ne voulait pas d'elle, sur une route qu'elle ne pouvait pas avoir, sans aucun autre endroit où aller. 15 minutes plus tard, elle posa la malle. Ses bras criaient de douleur, ses poumons la brûlaient. L'obscurité était si proche qu'elle pouvait la sentir sur sa peau. Derrière elle, la gare était déjà invisible. Devant, rien. Juste le vent et le son de sa propre respiration. Elle s'assit sur la malle, juste un instant, juste pour se reposer. Le froid s'infiltra immédiatement, traversant sa robe de voyage comme de l'eau à travers du papier. Octobre dans le Montana. Elle savait qu'il ferait froid. Mais le savoir n'était pas la même chose que de se retrouver au milieu de nulle part. Avec la nuit qui vous enveloppe comme une chose vivante, elle devrait continuer à bouger. Elle devrait. Mais son corps avait d'autres idées. L'épuisement de 3 jours de train, le choc de la trahison, le poids de l'incertitude totale. Tout s'abattit sur elle en même temps. Kate s'allongea sur le sol gelé, resserra son mince manteau et sentit les larmes gelées sur ses joues. C'est ainsi que les histoires se terminaient. Pas par une grande tragédie, mais par une défaite silencieuse. En étant oublié sur une route sombre parce qu'on avait cru en quelque chose qui n'était finalement rien du tout. Elle ferma les yeux, juste un instant. Le bruit des chevaux la réveilla en sursaut, mais son corps ne répondait pas. Le froid avait bloqué ses articulations, transformé ses membres en plomb.
Elle essaya de crier, mais sa voix sortit à peine comme un murmure. Des bruits de sabots passèrent, continuèrent leur chemin. Non, non, s'il vous plaît. Wow! Le seul mot, grave et masculin, arrêta tout. Des bruits de bottes s'approchèrent, lents, prudents. Kate réussit à tourner la tête. Un homme était accroupi à quelques mètres, sa silhouette se découpant sur les étoiles. Grand, les épaules larges, le visage caché par le bord de son chapeau. Mademoiselle. Sa voix était rauque, mais pas méchante. Vous êtes blessée? Je... Ses dents claquaient si fort qu'elle pouvait à peine former des mots. J'ai froid. Il ne posa pas de questions stupides, n'exigea pas d'explications. Il se leva simplement et appela par-dessus son épaule. Jack, apporte la couverture. Qu'est-ce que tu as trouvé? Une autre voix, plus jeune depuis le chariot. Une femme presque gelée. Il était déjà en train d'enlever son manteau. Bouge-toi. Le plus jeune homme, Jack, apparut avec des couvertures. Ensemble, ils soulevèrent Kate comme si elle ne pesait rien. Ils l'enveloppèrent dans de la laine qui sentait le cheval et la fumée de bois et la portèrent jusqu'au chariot. « Qu'est-ce qu'elle fait ici? » demanda Jack. « Ça n'a pas d'importance pour l'instant. » L'homme plus âgé installa Kate dans le chariot, l'abordant de couverture avec une douceur inattendue. « Réchauffez-la d'abord. » Kate essaya de se concentrer sur son visage, mais tout devenait flou. « Mal, on l'a déjà. » Il monta sur le siège du conducteur. « Jack, va devant. Dis à Madame Perry que nous arrivons et qu'il nous faut un bain chaud. » Le chariot s'ébranla. Kate se sentit à nouveau glisser vers l'inconscience, mais elle lutta. Elle devait savoir, devait comprendre. « Qui êtes-vous? » réussit-elle à dire. Le conducteur jeta un coup d'œil en arrière. Au clair de lune, elle put enfin voir son visage clairement. Un visage buriné, peut-être la trentaine. Des yeux qui en avaient trop vu et qui choisissaient quand même d'en voir plus. « Samuel Wade, dit-il, et vous allez vous en sortir. » C'était une promesse si simple et si impossible. Mais quelque chose dans sa façon de le dire fit que Kate le crut quand même. Elle se réveilla dans du blanc. Murs blanches, draps blanches, rideaux blancs, filtrant une pâle lumière matinale. Pendant un instant de désorientation, elle crut être morte. Puis la douleur déferla. Chaque muscle endolori, les doigts et les orteils brûlants alors que la circulation revenait. La tête lui martelait comme si quelque chose s'était brisé à l'intérieur. Doucement. Une voix de femme, plus âgée et ferme. « N'essayez pas de bouger tout de suite. » Kate tourna lentement la tête. La femme avait la soixantaine, les cheveux gris sévèrement tirés en arrière. Elle portait une simple robe noire et une expression qui devait faire fuir les imbéciles régulièrement. « Où suis-je? » « Dans ma pension de famille, à Dry Hollow. » La femme plaça une tasse d'eau dans les mains de Kate. « Buvez lentement. » L'eau était un délice. Kate vida la moitié de la tasse avant que son cerveau ne rattrape sa bouche. « Qui êtes-vous? »« Judith Perry. Je tiens cet établissement. » Elle fit un signe de tête vers la fenêtre. « Samuel Wade vous a amené la nuit dernière, à moitié morte de froid. Vous avez dormi 14 heures. » Samuel Wade, le nom lui rappela des fragments. L'obscurité, le désespoir, sa voix disant qu'elle s'en sortirait. Où est-il? Dans son ranch, là où est sa place. Le ton de Madame Perry suggérait que c'était là que la plupart des hommes devraient rester, loin des lieux civilisés. Il a payé pour cette chambre et 2 semaines de pension. Il a laissé des instructions pour que vous ne vous inquiétiez de rien, sauf de vous rétablir. La gentillesse désinvolte de cet acte laissa Kate sans voix. Un étranger lui avait sauvé la vie et payé pour sa survie sans rien demander en retour. Je dois le remercier. Vous devez vous reposer. Madame Perry se leva. Je vous apporterai le petit déjeuner. Ensuite, nous parlerons de la raison pour laquelle une fille de Boston dormait dans la prairie comme une vagabonde. Elle sortit d'avant que Kate ne puisse protester contre l'appellation Phil de Boston, bien qu'elle soit assez juste. Kate se rallongea contre les oreillers, essayant de reconstituer ce qui s'était passé. Elle était venue pour un travail qui n'existait pas. Elle avait été abandonnée, elle avait failli mourir. Et maintenant, elle était quoi? En sécurité temporairement, mais seulement parce qu'un étranger nommé Samuel Wade avait choisi de ne pas passer à côté de son corps mourant sur une route sombre. Cette pensée lui retourna l'estomac. À quel point était-elle passée près? 1 heure de plus? 2? Quelqu'un aurait-il même trouvé son corps?
Ou aurait-elle simplement disparu dans le Montana comme si elle n'avait jamais existé? On frappa à la porte, interrompant ses pensées en spirale. Entrez. La porte s'ouvrit. Une jeune femme entra, peut-être 16 ans, portant un plateau de petit déjeuner. Des boucles blondes, de grands yeux bleus, une expression qui oscillait entre la curiosité et la prudence. Madame Perry a dit de vous apporter ça. Elle posa le plateau sur la table de chevet. Je suis Annie. J'aide par ici. Kate Walsh. Elle essaya de s'asseoir, grimaça. Merci, ce n'est rien. Mais Annie s'attarda, voulant clairement en dire plus, finalement. Tout le monde parle de vous. La femme que Samuel a sauvée de la prairie. Je n'étais pas... Kate s'arrêta. Qu'avait-elle été? C'était un accident. Ce n'est pas ce que M. Brennan à la gare a dit. La voix d'Annie baissa d'un ton conspirateur. Il a dit que vous étiez venu pour le poste d'enseignante, celui que M. Coleman a donné à sa nièce. La chaleur envahit les joues de Kate. Comment tout le monde le sait-il déjà? Dry Hollow compte peut-être 300 personnes. L'arrivée d'une étrangère est une nouvelle. Une étrangère qui manque de mourir est une nouvelle encore plus grande. Et tout le monde est curieux parce que... Elle s'arrêta. Parce que quoi? Annie se mordit la lèvre. Parce que Samuel ne s'arrête jamais pour personne. Il n'est pas hostile, mais il reste dans son coin. Il a perdu sa femme et son bébé il y a 6 ans, à cause de la fièvre. Depuis, il travaille juste dans son ranch et ne se mêle pas des affaires de la ville. Mais il s'est arrêté pour vous. Le poids de cette révélation s'abattit sur Kate. Elle avait été sauvée par un homme qui avait appris à ne plus se soucier des autres, mais qui s'était soucié d'elle quand même. Comment est-il? La question lui échappa avant qu'elle ne puisse la retenir. Annie réfléchit. Honnête, juste, il paye ses ouvriers mieux que la plupart. Il ne parle pas beaucoup, mais quand il le fait, les gens l'écoutent. Elle ramassa le verre d'eau vide. Et c'est probablement le meilleur éleveur du territoire, même s'il n'a que 32 ans. Il a bâti Silver Ridge à partir de rien après sa perte. Silver Ridge. Le nom semblait important, bien que Kate ne sache pas encore pourquoi. Annie. La voix de Madame Perry retentit d'en bas. Arrête de bavarder et laisse la fille manger. Annie rougit. Désolée, je devrais y aller. Elle se dépêcha vers la porte, puis s'arrêta. Je suis contente que vous alliez bien, et je suis désolée pour le poste d'enseignante. Ce n'était pas juste. Elle disparut avant que Kate ne puisse répondre. Kate fixa le plateau du petit déjeuner. Œufs, bacon, toast, café, et elle réalisa qu'elle était affamée. Mais pendant qu'elle mangeait, son esprit tournait autour de questions impossibles. Et maintenant, elle n'avait pas de travail, peu d'argent, aucun moyen de rentrer chez elle, et de toute façon, aucune maison où retourner. Sa tante avait été claire quand Kate était partie. Si elle franchissait cette porte, il n'y aurait pas de retour possible. Ingrid avait été le mot utilisé. Égoïste, abandonnant sa famille. Kate était partie quand même parce que l'enseignement dans le Montana lui avait semblé être la liberté. Comme un but, comme une vie qui pourrait enfin lui appartenir au lieu d'être empruntée à des parents qui lui en voulaient d'exister. Une agitation en bas interrompit ses pensées. Des voix fortes et querelleuses. Peu importe ce qu'il a payé, elle ne peut pas rester ici indéfiniment. Baisse la voix, Harlan. Je ne le ferai pas. C'est exactement le genre de chaos que cette femme apporte. Fausses attentes, contrats rompus. Les mains de Kate se crispèrent sur la couverture. Cette voix. Elle connaissait cette voix par la correspondance épistolaire. Harlan Coleman, le directeur qui lui avait promis un poste, et l'avait donné à quelqu'un d'autre. Elle fut hors du lit avant que la pensée consciente ne la rattrape. Ses jambes vacillaient, mais la fureur la maintenait debout. Elle attrapa un châle, l'enroula autour de sa chemise de nuit et se dirigea vers les escaliers. La scène dans le salon de Madame Perry s'arrêta net lorsque Kate apparut sur le palier. 3 personnes, Madame Perry debout, rigide de désapprobation. Un homme corpulent dans un costume cher, le visage rouge d'indignation. Et Samuel Wade, chapeau à la main, l'expression taillée dans la pierre. Mademoiselle Walsh, la voix de Coleman dégoulinait d'une fausse inquiétude. Vous ne devriez pas être hors du lit dans votre état. Vous m'avez menti. Kate descendit lentement les escaliers, s'agrippant à la rampe. Vous m'avez offert un poste. J'ai signé un contrat. J'ai tout quitté pour venir ici. Voyons, il y a eu un malentendu. Aucun malentendu. Vous m'avez promis un travail et vous l'avez donné à votre nièce.
Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait? L'expression de Coleman se durcit. Je n'ai aucune obligation légale d'honorer des accords préliminaires. Le conseil scolaire a approuvé l'embauche de ma famille, ce qui a la priorité. Ces postes à la frontière exigent de l'adaptabilité, quelqu'un de familier avec notre communauté. Vous voulez dire quelqu'un qui ne vous fait pas passer pour un menteur. Mademoiselle Walsh, je comprends que vous soyez contrariée, mais l'hystérie ne vous mènera nulle part. Sortez. La voix de Samuel Wade coupa la pièce comme une lame. Tout le monde se tourna. Il n'avait pas bougé, n'avait pas élevé la voix, mais quelque chose dans sa présence remplissait l'espace, le rendant plus petit et plus dangereux. Coleman bafouilla. « Excusez-moi, vous m'avez entendu. » Les yeux de Samuel ne quittèrent pas le directeur. « Cette femme a parcouru 800 miles sur votre parole. Vous l'avez rompue. Le moins que vous puissiez faire est de ne pas vous tenir dans son espace en prétendant être la victime. Cela ne vous regarde pas, Wade. C'est devenu mon affaire quand je l'ai trouvée mourante dans la prairie à cause de vous. » Samuel fit un pas en avant. Coleman recula. « Maintenant, sortez avant que j'en fasse encore plus mon affaire. » Le visage de Coleman devint violet. « Vous ne pouvez pas me menacer. Je ne menace pas, j'énonce un fait. » Le ton de Samuel resta calme, ce qui rendit la chose encore pire. « Vous avez 10 secondes. Utilisez-les pour partir. » Coleman chercha du soutien auprès de Mme Perry. Il n'en trouva aucun. Il regarda Kate, vit quelque chose dans son expression qui le fit tressaillir. Il partit, claquant la porte assez fort pour faire trembler les fenêtres. Le silence s'installa. Kate se tenait figée à mi-chemin des escaliers, tremblant de froid, de colère, de choc face à l'intervention de Samuel Wade. Mme Perry expira. « Eh bien, c'était instructif. » Elle se tourna vers Kate. « Retournez au lit avant de vous effondrer. Je vais bien. Vous tenez à peine debout. » Samuel s'approcha des escaliers, lui offrit son bras. Mme Perry a raison. Kate voulait refuser par principe, mais ses jambes tremblaient et le bras de Samuel était stable. Et elle était si fatiguée de prétendre être plus forte qu'elle ne l'était. Elle le prit. Ils montèrent en silence. À la porte de la chambre, Samuel la relâcha, mais ne partit pas immédiatement. « Vous n'aviez pas à faire ça, » dit Kate doucement, « si je le devais. » « Pourquoi? » La question jaillit. « Vous ne me connaissez pas, vous ne me devez rien. Pourquoi vous arrêter? Pourquoi payer pour cette chambre? Pourquoi me défendre contre Coleman? » Samuel resta silencieux un long moment. Quand il parla, sa voix était lointaine. « Il y a 6 ans, j'ai eu besoin d'aide. J'en avais vraiment besoin. Et les gens que je pensais être à mes côtés ne l'ont pas été. Ils ont détourné le regard, ont trouvé des raisons pour lesquelles ce n'était pas leur problème. » Il croisa son regard. « J'ai juré que je ne serais pas cette personne, que je ne détournerai pas le regard quand quelqu'un a besoin d'aide. Mais vous ne quoi? Ne vous impliquez pas, ne vous souciez pas des étrangers. » Quelque chose comme de la douleur traversa son visage. « Peut-être que c'est vrai la plupart du temps. Mais je vous ai vu sur cette route, mademoiselle Walsh. J'ai vu que vous aviez été oubliée, laissée pour compte, et je ne pouvais pas. » Il s'arrêta. Je ne pouvais tout simplement pas. La gorge de Kate se serra. « Merci pour ma vie, pour cette chambre, pour avoir tenu tête à Coleman. Je ne sais pas comment je vous rembourserai. Je ne veux pas de remboursement. » Samuel remit son chapeau sur sa tête. « Rétablissez-vous. Déterminez ce dont vous avez besoin, puis nous parlerons. » « Parler de quoi? » « D'options. » Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. « Vous êtes venu ici pour enseigner. Ce poste est peut-être parti, mais le besoin, lui, est toujours là. Il y a plus d'une façon de faire un travail. » Il partit avant qu'elle ne puisse demander ce qu'il voulait dire. Kate resta dans l'embrasure de la porte, son monde basculant sur son axe. Elle avait été sauvée par un homme qui comprenait l'abandon, défendue par quelqu'un qui savait ce que signifiait être laissée seule. Et maintenant, il lui offrait quelque chose. Elle ne savait juste pas encore quoi. Mais là, debout, enveloppée dans un châle emprunté, dans la pension d'un étranger à 2000 miles de tout ce qui lui était familier, Kate ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis son départ de Boston. Pas la sécurité, pas la certitude, mais la possibilité. Et pour l'instant, avec tout le reste dépouillé, cela pourrait bien être suffisant. 3 jours passèrent avant que Kate ne se sente assez forte pour quitter la chambre pour plus que de brèves excursions en bas. 3 jours à regarder le soleil d'octobre parcourir des murs inconnus, tandis que son esprit tournait en rond.
Les possibilités s'effondraient constamment en impossibilité. Madame Perry apportait les repas et le silence, le genre de silence confortable qui n'exigeait pas d'explication. Annie apportait des ragots et des questions, principalement sur Samuel Wade, que Kate esquivait car elle n'avait pas de réponse. Et Samuel lui-même ne revint pas. Le quatrième matin, Kate recompta son argent, comme si les chiffres pouvaient changer par pur désespoir. 17 $ et 32 cents. Le billet de train pour l'Est coûterait 12 $, lui laissant 5 $ pour recommencer à Boston, en supposant que sa tante lui ouvre même la porte. En supposant qu'il y ait une vie à retrouver au-delà d'être la nièce ingrate qui avait échoué à être indépendante. Elle replia les billets dans sa poche et descendit. Madame Perry était dans la cuisine, les coudes plongés dans la pâte à pain. Elle leva les yeux. Vous avez repris des couleurs. Bien. Je dois vous demander le prix de la chambre. Déjà payé pour 2 semaines, ce qui se termine dans 10 jours. Kate s'agrippa au cadre de la porte. Je dois connaître le tarif hebdomadaire après ça. Et si vous connaissez un travail en ville? Les mains de Madame Perry s'immobilisèrent. Quel genre de travail? N'importe quoi. Lessive, cuisine, nettoyage. Je peux coudre, tenir des livres, aider à... Kate. La voix de la femme plus âgée était douce, ce qui était en quelque sorte pire que la sévérité. Il y a 30 femmes dans cette ville pour chaque emploi qui existe. Et la plupart d'entre elles ont des familles ici, des relations. Vous êtes une étrangère, termina Kate. Je sais, je n'allais pas dire ça. Madame Perry s'essuya les mains sur son tablier. J'allais dire que vous êtes trop instruite pour le travail disponible et pas assez connectée pour le travail pour lequel vous êtes formée. Alors, je suis juste, quoi, coincé. Je dis que vos options sont limitées. Elle hésita, mais pas inexistantes. Quelque chose dans son ton fit se serrer l'estomac de Kate. Que voulez-vous dire? Samuel Wade est passé hier pendant que vous dormiez. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Parce que vous aviez besoin de repos, pas d'agitation. Madame Perry retourna à sa pâte avec plus de force que nécessaire. Il a posé des questions sur votre expérience d'enseignement, votre éducation, si vous aviez des obligations familiales. Le pouls de Kate s'accéléra. Que lui avez-vous dit? La vérité. Que vous êtes qualifié seul et à court de choix. Où elle façonna la pâte en une boule avec une efficacité experte. Il a dit qu'il reviendrait aujourd'hui pour vous parler. Il devrait être là vers midi. Parler de quoi? C'est entre vous et lui. Mais l'expression de Madame Perry suggérait qu'elle savait exactement de quoi il s'agissait et n'était pas sûre d'approuver. Samuel arriva à 11h30, chapeau à la main, l'expression illisible. Kate le rencontra dans le salon, le dos droit, le menton haut, une armure faite de posture car elle n'avait rien d'autre. Mademoiselle Walsh, fit-il en hochant la tête, vous avez meilleure mine. Je ne suis plus en train de mourir. C'est une amélioration. Les mots sortirent plus secs que prévu. Madame Perry a dit que vous vouliez me parler, si vous le voulez bien. À propos de quoi? Samuel tourna son chapeau dans ses mains et Kate réalisa qu'il était mal à l'aise. Cet homme dur et silencieux qui avait affronté Coleman sans broncher était nerveux à propos de ce qu'il était venu dire. Mon ranch, commença-t-il, Silver Ridge. C'est 5000 acres. J'élève du bétail, quelques chevaux. J'ai 12 ouvriers à temps plein, la plupart avec des familles. Des petits-enfants, dont certains grandissent sans apprendre à lire ou à écrire. Kate attendit. Je pensais à embaucher une enseignante, quelqu'un pour monter une école sur la propriété. Rien de luxueux, juste les bases, lecture, écriture, calcul, peut-être un peu d'histoire. Il croisa son regard. Le salaire serait de 30 $ par mois, plus le gîte et le couvert. Une petite cabane près de la maison principale. Privée. La vôtre. L'offre flottait dans l'air entre eux. L'esprit de Kate s'emballa. 30 $, c'était plus que ce que gagnaient la plupart des ouvriers de ranch. Une cabane privée signifiait l'indépendance. L'enseignement signifiait un but. C'était tout ce pourquoi elle était venue au Montana, ce qui signifiait que c'était trop beau pour être vrai. Pourquoi? Sa voix sortit de plate. Pourquoi créeriez-vous un poste pour moi? Je ne le crée pas, j'en ai besoin. La mâchoire de Samuel se serra. Ses enfants méritent une éducation. Leurs parents le veulent, mais la ville est trop loin. Et l'école du ranch que Coleman dirige ne prend que les enfants blancs des familles de la ville. Mes ouvriers sont mexicains, irlandais, chinois. Leurs enfants n'ont rien.
L'injustice de la situation frappa Kate comme un coup de poing. Alors vous voulez que je leur enseigne? Je veux que vous leur donniez ce que l'école de Coleman ne leur donnera pas. Une chance. Et vous vous attendez à ce que je croie que cela n'a rien à voir avec la pitié, avec une dette envers la femme que vous avez sauvée? L'expression de Samuel se durcit. Vous pensez que je créerai un emploi par charité, que je gaspillerai 30 $ par mois pour me sentir mieux? Il se leva. Je vous croyais plus intelligente que ça, mademoiselle Walsh. Alors pourquoi? Kate se leva aussi, refusant de le laisser la dominer. Pourquoi moi? Vous ne savez même pas si je suis une bonne enseignante. Je pourrais être terrible. Je pourrais... Vous avez parcouru 800 miles seul pour une chance d'enseigner. Ça me dit quelque chose. Samuel se dirigea vers la porte. Mais si vous pensez que c'est de la charité, si vous ne voyez pas la différence entre l'aide et la pitié, alors peut-être que je me trompe sur vous. Attendez, le mot s'échappa avant que Kate ne puisse le retenir. Je suis désolé, Elle joignit ses mains pour les empêcher de trembler. Je ne sais pas comment accepter de l'aide. J'ai passé toute ma vie à être le fardeau que tout le monde aurait préféré ne pas avoir. Mes parents sont morts quand j'avais 6 ans. Ma tante m'a recueilli parce qu'elle le devait, pas parce qu'elle le voulait. Chaque repas, chaque robe, chaque moment d'abri, tout cela venait avec le poids d'une dette que je ne pourrais jamais rembourser. Samuel s'arrêta, la main sur la poignée de la porte. Alors, quand quelqu'un m'offre quelque chose d'aussi beau, continua Kate, la voix brisée, je ne peux pas m'empêcher de me demander ce que ça va coûter, ce que je devrais en retour. Combien de temps avant qu'on me rappelle que je ne le mérite pas? Le silence s'étira. Puis Samuel se retourna et son expression avait changé, devenant quelque chose de brut. Il y a 6 ans, ma femme est tombée malade. Une fièvre qui ne tombait pas. Le médecin était en ville, à 10 miles de là. J'y suis allé à cheval sous une tempête, je l'ai supplié de venir. Sa voix resta calme, mais ses jointures étaient blanches sur son chapeau. Il a dit qu'il avait des patients en ville qui avaient déjà payé. Il a dit que Mary devrait attendre. Quand il est venu le lendemain, elle était partie. Et notre fille, âgée de 3 mois, est partie 2 jours après. Le souffle de Kate se coupa. J'ai appris quelque chose ce jour-là. Les yeux de Samuel étaient lointains. Cette dette n'est pas toujours une question d'argent. Parfois, la plus grande dette est l'aide que nous n'avons pas donnée quand nous le pouvions. Les fois où nous avons détourné le regard parce qu'aider était incommode. Il se concentra sur Kate. Vous ne me devez rien. Mais ces enfants, on leur doit quelque chose. Nous tous qui savons lire et écrire et qui tenons cela pour acquis. Alors, quand je vous offre ce travail, il ne s'agit pas de ce que vous me devez. Il s'agit pour moi de payer en retour ce que je n'ai pas pu rembourser. Kate ne pouvait pas parler, ne pouvait pas respirer face au chagrin, à l'honneur et à la terrible compréhension de ce qu'il disait vraiment. Le travail est réel, continua Samuel. Le besoin est réel. Et si vous l'acceptez, vous gagnerez chaque centime par votre travail, pas par votre gratitude. Vous serez debout avant l'aube, à vous occuper d'enfants qui ne veulent pas apprendre et de parents qui ne sont pas toujours d'accord avec vos méthodes. Vous gèlerez en hiver et transpirerez en été, et vous vous demanderez pourquoi vous n'avez pas pris ce train pour l'Est quand vous en aviez l'occasion. Il fit une pause. Mais vous donnerez aussi à des enfants un avenir qu'ils n'auraient pas eu. Vous construirez quelque chose qui compte, et vous le ferez parce que vous l'avez choisi, pas parce que vous devez quelque chose à quelqu'un. Kate le dévisagea. Cet homme qui avait tout perdu et qui avait transformé son chagrin en générosité, qui voyait l'aide non pas comme la création d'une dette, mais comme l'équilibrage de balance qui ne pourrait jamais être parfaitement équilibré. « Quand est-ce que je commencerai ?» demanda-t-elle. Les épaules de Samuel se détendirent légèrement. « Dès que vous serez prête, une semaine peut-être, pour vous donner le temps de préparer les leçons, de voir l'endroit, de rencontrer les familles. Je suis prête maintenant. » Kate. Mademoiselle Walsh, se corrigea-t-elle automatiquement, puis se reprit. Ou Kate, si nous allons travailler ensemble. Kate, alors. Samuel remit son chapeau sur sa tête. J'enverrai Jack avec le chariot demain matin. Voyagez léger. Nous trouverons tout ce dont vous aurez besoin en ville. Attendez, elle attrapa son bras alors qu'il se tournait. La cabane que vous avez mentionnée, est-ce qu'elle est vraiment à moi? Privée, complètement. Ou cinnamon, parent. Privée complètement. La porte se verrouille de l'intérieur. Si vous voulez des visiteurs, vous les invitez. Sinon, personne ne s'approche.
Pourquoi est-ce que ça compte pour vous? L'expression de Samuel s'assombrit. Parce que j'ai vu ce qui arrive aux femmes dans les ranges quand elles n'ont pas un espace qui leur appartient, quand chaque porte peut être ouverte par quelqu'un d'autre. Il libéra doucement son bras. Ce qui vous est arrivé à cet égard, être laissé seul sans endroit sûr, ça n'arrive pas à Silver Ridge, pas tant que je dirige l'endroit. Il partit avant que Kate ne puisse répondre. Elle resta dans le salon vide, tremblante. Pas de froid ou de peur, mais du poids d'être vue. D'avoir ses inquiétudes inexprimées, comprises et prises en compte avant même qu'elle ne les ait formulées. Madame Perry apparut dans l'embrasure de la porte. Vous l'avez accepté? Oui. Bien. L'approbation de la femme plus âgée était évidente. Samuel Wade est aussi honnête qu'on puisse l'être. S'il dit que vous serez en sécurité, vous le serez. Vous savez, pour sa femme, tout le monde le sait. Cette ville l'a vu mourir de l'intérieur après le décès de Mary. L'a vu construire ce ranch pour en faire quelque chose de prospère, tout en ayant l'air d'un fantôme. La voix de Madame Perry s'adoucit. Vous êtes la première personne pour qui il se donne de la peine en 6 ans. Faites en sorte que ça compte. Cette nuit-là, Kate ne put dormir. Elle n'arrêtait pas de penser aux mots de Samuel, à la dette et à l'aide, et à la différence entre les deux. Aux enfants qui méritaient un avenir et à un homme qui avait transformé son chagrin en but, au choix qu'elle avait fait. Vers minuit, elle renonça à dormir et descendit. Elle trouva Madame Perry encore éveillée, en train de raccommoder à la lueur d'une lampe. « Vous n'arrivez pas à vous calmer ?» demanda la femme plus âgée. Trop de pensées, Kate s'assit en face d'elle. « Puis-je vous demander quelque chose? » Toujours. Quand Samuel a perdu sa femme et sa fille, est-ce que quelqu'un l'a aidé après? L'aiguille de Madame Perry s'arrêta. Certains ont essayé. Son frère est venu du Wyoming, il est resté 1 mois. Quelques voisins ont apporté de la nourriture, offert leurs condoléances. Elle reprit sa couture. Mais un chagrin comme celui-là, c'est privé. Et Samuel n'est pas un homme qui partage facilement son fardeau. Il a remercié les gens, les a renvoyés et a géré ça seul. C'est pour ça qu'il comprend, dit Kate doucement. Comprend quoi? Ce que ça veut dire d'avoir besoin d'aide qu'on ne peut pas demander. D'être laissé seul quand on se noie. Madame Perry l'étudia. Vous êtes perspicace. Ça vous servira bien là-bas. Est-ce que ce sera difficile? Vraiment? Plus difficile que d'enseigner dans une école de ville, si c'est ce que vous demandez. Plus facile que de mourir dans la prairie, ce qui était votre alternative. Elle noua un fil avec une efficacité tranchante. Samuel vous protégera des menaces extérieures. Mais le travail lui-même, l'enseignement, l'isolement, les différences culturelles, ça, vous devrez le gérer seul. Je peux faire face à la difficulté. Kate croisa son regard. La difficulté vaut mieux que l'inutilité. Alors, vous vous en sortirez très bien. Madame Perry plia son ouvrage. Dormez un peu. Demain commence votre vraie vie. Jack arriva à 8 heures, plus jeune et plus bavard que Samuel, avec un chariot et un sourire facile. « J'ai entendu dire que vous êtes la nouvelle enseignante, dit-il en chargeant sa malle. C'est une bonne chose. Ma sœur Maria, elle a 7 ans. Elle veut apprendre les lettres depuis un moment. Maria. Kate mémorisa le nom. Elle sera dans ma classe. Si son papa dit oui. Certaines familles, il se reprit. Enfin, vous verrez, tout le monde ne fait pas confiance à l'éducation. Le trajet jusqu'à Silver Ridge dura 2 heures, à travers des terres qui s'étendaient, infinies et impitoyables. Kate essaya de ne pas penser à quel point c'était isolé, à quel point c'était loin de tout ce qui lui était familier. Le ranch apparut progressivement. D'abord les dépendances, puis le corral, puis la maison principale, solide et pratique contre l'horizon. Et au-delà, regroupés comme un petit village, les cabanes des ouvriers. Samuel sortit de la grange alors qu'ils arrivaient, s'essuyant les mains sur son pantalon. Kate, bien. Jack, a de là à s'installer. Il désigna une petite structure à l'écart des autres. Celle-là est à vous. La cabane était simple. Une seule pièce, un lit, une table, une chaise, un poêle à bois. Mais elle avait des fenêtres avec de vraies vitres et une porte avec une serrure, et un espace qui était entièrement à elle. Kate posa sa malle et quelque chose se relâcha dans sa poitrine. Ceci était à elle. Pas emprunté, pas conditionnel, à elle. « Je vais vous laisser vous installer », dit Samuel depuis le seuil. « Ensuite, nous parlerons de ce dont vous avez besoin.
livres, fournitures, tout ce qu'il faut. Samuel. Kate se tourna pour lui faire face. Quand vous avez dit que je ne vous devais rien, vous le pensiez? Chaque mot. Alors je dois dire quelque chose. Elle redressa les épaules. Je ne laisserai pas tomber ces enfants. Je ne gâcherai pas cette chance. Pas parce que je vous dois quelque chose, mais parce qu'ils méritent tout ce que je peux leur donner. Sa voix se brisa. J'ai besoin que cela compte. J'ai besoin de savoir que je ne fais pas que prendre de la place dans le monde. L'expression de Samuel s'adoucit. Kate, vous comptez, avec ou sans travail. Mais je comprends le besoin de se le prouver à soi-même. Il recula. Bienvenue à Silver Ridge. Faites-en votre chez vous. Il la laissa debout dans l'embrasure de la porte de sa cabane. Sa vie, son choix. Et pour la première fois en 20 ans, Kate Walsh eut l'impression d'être rentrée à la maison. Le sentiment d'être chez soi dura exactement 4 heures. Kate passa la première heure à déballer ses affaires. La deuxième à arranger ses quelques possessions pour que la cabane semble habitée plutôt que temporaire. La troisième, assise à sa petite table, a essayé de planifier des leçons sans savoir combien d'élèves elle aurait ni ce qu'ils savaient déjà. La quatrième heure, Samuel frappa. « Prête à les rencontrer ?» demanda-t-il. L'estomac de Kate se noua. Maintenant. La nouvelle s'est déjà répandue. La moitié du ranch sait que vous êtes là. L'autre moitié le saura d'ici le souper. Il attendit. Mieux vaut y faire face directement que de laisser les rumeurs s'installer. Il avait raison. Kate savait qu'il avait raison. Mais le savoir n'empêchait pas ses mains de trembler alors qu'elle le suivait vers le groupe de cabanes des ouvriers. Les familles sortirent lentement. Les femmes d'abord, les enfants s'agrippant à leurs jupes. Les hommes derrière, les expressions allant de la curiosité à la méfiance. La sœur de Jack, Maria, jeta un coup d'œil de derrière sa mère, les yeux sombres et grands, les cheveux en 2 tresses soignés. Samuel parla le premier. « Voici Kate Walsh. Elle est ici pour enseigner à vos enfants la lecture, l'écriture et le calcul. Sans frais. L'école commence lundi dans l'ancienne grange de stockage. Nous la transformerons ce week-end. » Silence. Puis une femme mexicaine s'avança. La quarantaine, les mains burinées serrées. Mon anglais pas bon. Comment elle enseignait à mes enfants si je ne peux pas aider? Elle enseignera en anglais, dit Samuel. Mais elle peut apprendre un peu d'espagnol de vous. De vous tous. L'enseignement va dans les 2 sens. Les yeux de la femme se plissèrent. Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous voulez de nous? Kate parla avant que Samuel ne le puisse. Je veux que vos enfants aient ce que j'ai eu. La capacité de lire les contrats avant de les signer. D'écrire des lettres à leur famille, de faire des calculs pour que personne ne puisse les tromper. Elle regarda directement la femme dans les yeux. On m'a promis un travail et on me l'a volé parce que j'étais une étrangère. Je ne veux pas ça pour personne d'autre. L'éducation est une protection. Quelque chose changea sur le visage de la femme. Vous avez été trompé par l'homme qui dirige l'école de la ville. Il a donné le poste à sa nièce. Une ondulation parcourut la foule. Une compréhension partagée de la trahison, du fait d'être ignoré. Je suis Rosa. La femme hocha lentement la tête. Mon fils Diego. Il a 9 ans, il viendra. Merci. Une voix irlandaise appela de l'arrière. Et les filles, vous enseignez aussi aux filles? À tout le monde, dit Kate fermement. Garçons, filles, de tout âge. S'ils veulent apprendre, j'enseignerai. Un homme chinois parla doucement à sa femme en cantonais. Elle répondit, fit un geste vers Kate. Il se tourna. Ma fille May, elle a 6 ans, très intelligente, mais c'est une fille. Les filles ont autant besoin d'éducation que les garçons, dit Kate. Peut-être même plus. Un garçon peut trouver du travail avec ses mains, mais une fille qui sait lire et écrire, elle a un pouvoir que personne ne peut lui enlever. L'homme traduisit pour sa femme. Elle hocha vigoureusement la tête, poussa en avant une petite fille aux yeux solennels. « Voici May, dit-il. Elle sera la première élève. » Kate s'accroupit au niveau de May. « Bonjour May, je suis Mademoiselle Walsh. Peux-tu dire ça? » Mademoiselle Walsh, la prononciation de l'enfant était parfaite. « Très bien. Veux-tu apprendre tes lettres? » May hocha la tête, puis chuchota quelque chose à son père en cantonais. Il sourit pour la première fois. Elle demande si vous lui apprendrez à écrire son nom en anglais. Je lui apprendrai à écrire tout ce qu'elle voudra. D'autres familles s'avancèrent. La mère de Jack amena Maria. Un couple allemand proposa ses 3 enfants, une veuve irlandaise avec des jumeaux.
Mais d'autres restèrent en retrait. Kate compta au moins 5 familles qui restèrent près de leur cabane, observant mais sans s'engager. Samuel le remarqua aussi. Après que les familles consentantes se soient dispersées, il raccompagna Kate à sa cabane. Ceux qui ne se sont pas avancés, dit Kate. Pourquoi? Différentes raisons. Certains ne font pas confiance à l'éducation, pensent qu'elle fait oublier aux enfants leur héritage. Certains ne font pas confiance aux étrangers. Et certains, il s'arrêta. Certains quoi? Certains ont des filles qu'ils prévoient de marier jeunes. L'éducation complique cela. L'estomac de Kate se retourna. Quel âge? 14, 15. La voix de Samuel était tendue. Ce n'est pas à moi d'interférer avec les traditions culturelles. Mais c'est pourquoi cette école est importante. Donnez aux filles des options avant qu'on leur dise qu'elles n'en ont aucune. Je ne peux pas forcer les parents à envoyer leurs filles. Non, mais vous pouvez rendre l'opportunité si bonne qu'il serait fou de ne pas la saisir. Il croisa son regard. Montrez-leur ce que signifie l'éducation. Le reste suivra. La conversion de la grange de stockage prit 3 jours. Samuel travailla aux côtés de ses hommes, dégageant l'espace, construisant des pupitres avec des chutes de bois, installant un poêle à bois. Kate frotta les murs et balaya les sols jusqu'à ce que ses mains soient couvertes d'ampoules. Jack apparut le 2e jour avec une boîte de la ville. Samuel l'a achetée. À l'intérieur, des abécédaires, des ardoises, de la craie, du papier, des crayons. Plus de fournitures que Kate n'avait osé l'espérer. « Il est allé en ville? » demanda-t-elle. « Hier. Il a fait de l'aller-retour en une journée. » Jack sourit. Il a acheté la moitié du magasin général de Baker. Il a aussi dit à M. Coleman que s'il avait un problème avec ça, il pourrait le régler dehors. La gorge de Kate se serra. Samuel avait dépensé son propre argent, s'était épuisé et l'avait défendu publiquement, tout cela sans le mentionner. Elle le trouva ce soir-là dans la grange, en train de tester le poêle. Jack m'a parlé des fournitures. Samuel ne leva pas les yeux. Vous en aviez besoin. Vous n'aviez pas à le faire, Kate. Il se redressa. Nous avons déjà parlé de ça. Le travail est réel. Les enseignants ont besoin de fournitures. Je les ai fournis. C'est comme ça que l'emploi fonctionne. Jack a aussi dit que vous aviez menacé. Je n'ai pas menacé Coleman. J'ai proposé de clarifier nos positions respectives. Sa bouche esquissa presque un sourire. Il a refusé. Pourquoi continuez-vous à me défendre? Pourquoi continuez-vous à demander? Samuel passa devant elle en direction de la porte. L'école commence lundi. Êtes-vous prête? Je ne sais pas ce que je fais. Je n'ai jamais enseigné à des enfants aussi jeunes, jamais géré une classe avec 5 langues différentes. Kate, il s'arrêta, se retourna. Vous pensez que quelqu'un naît en sachant comment faire ça? On apprend en faisant. On fait des erreurs, on les corrige. On continue. Et si j'échoue, alors vous échouez et vous réessayez demain. Sa voix s'adoucit. Mary disait que la peur de l'échec n'est que de l'orgueil déguisé. Vous n'avez pas peur d'échouer avec ces enfants. Vous avez peur de prouver que vous n'êtes pas aussi bonne que vous avez besoin de le croire. Les mots la frappèrent comme une gifle. Ce n'est pas, n'est-ce pas? Samuel la regarda fixement. Je vous ai vu tenir tête à Coleman. Je vous ai vu affronter ses familles. Vous avez du courage quand c'est important, mais vous êtes terrifié par votre propre inadéquation. Alors, voici ce que je sais. Vous allez faire des erreurs. Vous allez avoir de mauvais jours. Les enfants vous frustreront. Les parents vous questionneront. Et certains jours, vous vous demanderez pourquoi vous n'avez pas pris ce train pour l'Est. Kate voulait argumenter, mais ne le pouvait pas. Mais vous verrez aussi le visage d'un enfant s'illuminer quand il lira son premier mot, continua Samuel. Vous verrez des portes s'ouvrir qui étaient verrouillées auparavant. Et lentement, vous réaliserez que compter ne consiste pas à être parfait. C'est de se présenter même quand on a peur. Il la laissa debout dans la salle de classe à moitié finie, ses mots résonnant dans l'espace vide. Le lundi matin arriva trop vite. Kate se réveilla avant l'aube, les nerfs à vif. Elle s'habilla soigneusement, jupe pratique, chemisier propre, cheveux sévèrement épinglés, une armure de respectabilité. Les enfants commençant à arriver à 8 heures. May la première, son père la conduisant à la porte, puis Maria avec sa mère. Diego seul, le menton haut avec une bravoure forcée. Les enfants allemands en groupe, les jumeaux irlandais, se battant avant même d'avoir franchi le seuil.
À 8h30, Kate avait 12 élèves, âgés de 6 à 13 ans, 5 langues entre eux, et tous les yeux fixés sur elle en attente. Elle se tenait à l'avant, craie à la main, et son esprit devint complètement vide. 12 visages, 12 chances d'échouer. Bonjour, commença-t-elle, la voix plus stable qu'elle ne le sentait. Silence. Est-ce que tout le monde comprend l'anglais? Quelques hochements de tête, quelques regards vides. May chuchota au garçon à côté d'elle en cantonais. Kate changea de tactique. Qui connaît ces lettres? 3 mains sur 12. Les chiffres? 5 mains. Qui veut apprendre à écrire son nom? Toutes les mains se levèrent. Le soulagement inonda Kate. Voici son point de départ. Pas ce qu'il savait, mais ce qu'il voulait. Alors, c'est ce que nous ferons en premier. Elle écrivit son nom au tableau. Ceci est mon nom. A-T-E. Kate. Elle distribua des ardoises et de la craie, leur montra comment former les lettres. Elle se déplaça de pupitre en pupitre, guidant les petites mains, corrigeant les prises, louant les efforts. Diego avait du mal. C'est trop difficile. C'est difficile la première fois, dit Kate. Mais tu sais quoi? Tu as 9 ans et tu essaies quelque chose de nouveau. Cela demande du courage. Il essaya encore et encore. À la 4e tentative, ses lettres étaient reconnaissables. Voilà, dit Kate. C'est ton nom, Diego. Personne ne peut te l'enlever maintenant. Son visage se transforma, la fierté remplaçant la frustration, et Kate sentit quelque chose changer en elle. C'était pour ça qu'elle était venue. Pas pour la reconnaissance ou la sécurité, mais pour ça. Voir l'impossibilité devenir possible par l'effort et la patience. La matinée passa à toute vitesse. À midi, chaque enfant avait écrit son nom au moins une fois. Certains étaient passés à d'autres mots. May avait écrit May Walsh et rayonnait quand Kate la félicita. Demain, nous apprendrons plus de lettres, annonça Kate, et nous commencerons les chiffres. Qui veut apprendre à compter jusqu'à 100? Chaos enthousiaste. Après le départ des enfants, Kate s'effondra à son bureau, épuisée, exaltée, terrifiée de ne pas pouvoir tenir le rythme. On frappa à la porte, interrompant sa spirale. Rosa se tenait dans l'embrasure, l'expression illisible. Diego, il est rentré. Il m'a montré son nom sur l'ardoise. Elle fit une pause. Il l'a écrit 5 fois de plus. Il dit qu'il le montrera à son papa ce soir. C'est merveilleux, c'est bien ce que vous faites. La voix de Rosa était bourrue. Mais ce n'est pas facile. Certaines familles, elles ne veulent pas que les enfants changent. Elles veulent qu'ils restent les mêmes. Pourquoi? Parce que le changement est dangereux. Si les enfants s'apprennent trop, peut-être qu'ils partiront. Peut-être qu'ils penseront qu'ils sont trop bien pour la famille, pour la tradition. Les yeux de Rosa se durcirent. Mon Diego, c'est un garçon intelligent. Mais son papa, il a peur que Diego oublie d'où il vient. Kate comprit immédiatement. L'éducation n'était pas seulement de la connaissance. C'était une transformation. Et la transformation menaçait la stabilité. Je n'essaie pas de leur faire oublier, dit-elle prudemment. J'essaie de leur donner des choix. Les choix peuvent faire mal. Rosa se tourna pour partir, puis s'arrêta. Mais ne pas avoir de choix fait plus mal. Je vous vois demain. La 2e semaine apporta des défis que Kate n'avait pas anticipés. Miguel, l'un des garçons plus âgés, cessa de venir. Son père avait besoin de lui dans les champs. Les jumeaux irlandais se battirent, l'un rentrant chez lui en sang. Et May arriva en larmes parce que son frère aîné s'était moqué d'elle, disant qu'elle se comportait comme une blanche. Kate ressentit chaque revers comme un coup physique. Elle échouait déjà. Cette nuit-là, Samuel la trouva assise devant sa cabane, fixant le vide. « J'ai entendu pour Miguel, dit-il. Son père l'a retiré. Il a dit que le travail comptait plus que les lettres. C'est vrai pour lui. » Samuel s'appuya contre le poteau du porche. Sa famille joint à peine les 2 bouts. Une paire de mains supplémentaires signifie la survie. Alors, je dois juste l'accepter? Laisser un enfant brillant s'en aller parce que son père ne voit pas plus loin que demain? Vous acceptez que vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Vous vous concentrez sur ceux que vous pouvez atteindre. La frustration de Kate explosa. C'est facile à dire pour vous. Ce n'est pas vous qui les regardez s'en aller. Non, la voix de Samuel devint froide. J'ai vu ma femme et ma fille mourir parce que je n'ai pas pu les atteindre assez vite. Je n'ai pas pu faire en sorte que le médecin s'en soucie assez. Alors ne me dites pas que je ne sais pas ce que c'est de perdre des gens que vous voulez désespérément sauver. Les mots restaient en suspendus entre eux comme du verre brisé.
Samuel, je ne voulais pas dire. Je sais ce que vous vouliez dire, se redressa-t-il. Et vous avez raison d'être frustré. Mais la frustration sans perspective ne fait que vous consumer. Vous enseignez depuis 8 jours. Donnez-lui du temps. Il s'éloigna avant que Kate ne puisse s'excuser. Elle resta seule dans le noir, la honte et la colère bouillonnant en elle. Elle l'avait blessé, lui avait jeté sa perte à la figure parce qu'elle était trop absorbée par sa propre déception pour réfléchir. Le lendemain matin, elle attendit devant la grange avant le début de l'école. Quand Samuel s'approcha pour vérifier le poêle, elle se mit sur son chemin. « Je suis désolé. Ce que j'ai dit était cruel et injuste. » Samuel l'étudia. « Vous le pensiez. Je voulais dire que j'étais frustré, pas que vous ne comprenez pas la perte. » Kate se força à croiser son regard. « Vous la comprenez mieux que quiconque, et je suis honteuse de l'avoir utilisé contre vous. » « Pourquoi? » La question l'a pris au dépourvu. « Parce que c'était mal. » « Non. » « Pourquoi étiez-vous si en colère qu'un seul garçon soit parti? Pourquoi est-ce que ça vous semble personnel? » Kate ouvrit la bouche, la referma. La vérité était trop crue. Mais Samuel attendit, l'expression patiente, et d'une manière ou d'une autre, cette patience brisa ses défenses. « Parce que si je ne peux pas les sauver, alors à quoi je sers? » Les mots déferlèrent. « Toute ma vie, j'ai été la personne dont personne n'avait besoin. L'orpheline qui était un fardeau, la nièce qui était tolérée. Si je ne peux pas faire ça, si je ne peux pas faire une vraie différence, alors je ne fais que prendre de la place à nouveau. Je suis inutile. » Kate, la voix de Samuel était rauque. « Vous avez appris à 12 enfants à écrire leur nom. 12 enfants qui ne pouvaient pas le faire avant. Ce n'est pas inutile. Ce n'est pas assez. Ce n'est jamais assez. Pas si vous vous mesurez à la perfection. » Il se rapprocha. « Mais si on compare à là où ils en étaient avant votre arrivée, c'est tout. » Les yeux de Kate la brûlaient. « Comment faites-vous pour continuer quand vous ne pouvez pas tout réparer? » « Je me souviens de Mary. » La voix de Samuel devint lointaine. Elle disait que faire un petit bien, c'est quand même faire du bien. Qu'une seule personne ne peut pas guérir le monde, mais qu'elle peut guérir un coin du monde. Et peut-être que c'est suffisant. Est-ce que c'est suffisant pour vous? Certains jours, il croisa son regard. D'autres jours, je la vois encore mourir et je sais que j'ai échoué. Mais je me lève quand même. Je construis quelque chose. J'aide quelqu'un. J'essaie de donner un sens à l'échec. La compréhension s'abattit sur Kate. Samuel ne la défendait pas et ne subvenait pas aux besoins de son école par principe abstrait. Il le faisait parce qu'enseigner à ses enfants était sa façon de répondre au chagrin qu'il avait brisé. « Nous essayons tous les deux de donner un sens à nos échecs, dit-elle doucement. « Oui. » La bouche de Samuel esquissa un sourire. « La différence, c'est que vous n'avez pas encore échoué. Vous venez de rencontrer votre premier obstacle. Ce n'est pas la même chose. » La percée eut lieu 2 semaines plus tard, d'une source inattendue. May progressait plus vite que n'importe quel autre élève. Elle lisait des phrases simples, faisait des calculs de base, absorbant tout ce que Kate enseignait avec une concentration féroce. Puis sa mère apparut à l'école. « May ne viendra pas demain, » dit-elle par l'intermédiaire de son mari, qui traduisait avec hésitation. Le cœur de Kate se serra. Pourquoi pas? Un échange rapide en cantonais. Puis, sa mère dit que May apprend trop vite. Ça fait honte à ses frères. Pas bon pour l'harmonie familiale. Mais May adore apprendre. La mère dit que ce n'est pas la place de May d'être meilleure que ses frères. Elle doit arrêter. Kate regarda May, assise petite à son pupitre. Les yeux pleins de larmes, mais ne pleurant pas. Le visage de l'enfant était empreint d'une résignation d'adulte. L'expression de quelqu'un qui apprend trop jeune que vouloir quelque chose ne suffit pas. « S'il vous plaît, dit Kate, laissez-moi parler à sa mère. » Plus de traduction. La mère secoua fermement la tête. Kate prit une décision qui pourrait tout lui coûter. « Dites à sa mère que May est la meilleure élève que j'ai jamais eue. » Elle parla lentement, clairement. « Dites-lui que May pourrait devenir enseignante elle-même, qu'elle pourrait gagner plus d'argent que ses frères, qu'elle pourrait s'occuper de ses parents quand ils seront vieux, que l'arrêter maintenant, c'est gâcher un don. » La traduction prit plus de temps. L'expression de la mère passa de l'obstination à l'incertitude. Puis elle parla rapidement, en gesticulant. La mère dit, « Qui épousera une fille qui se croit meilleure que les hommes? » « Un homme assez intelligent pour apprécier son intelligence, » rétorqua Kate. « Et si aucun homme ne veut d'elle,
Elle aura les compétences pour subvenir à ses besoins. Elle n'aura pas besoin d'un homme. La traduction fit s'écarquiller les yeux de la mère. S'il vous plaît, insista Kate, donnez un mois de plus à May. Si ses frères ont honte, je leur enseignerai séparément à un autre moment. Je m'assurerai que tout le monde réussisse. Mais ne lui enlevez pas ça. Ne lui dites pas qu'être intelligente est un handicap. Le silence s'étira. Le père de May semblait déchiré. Le visage de sa mère était dur, mais quelque chose vacillait derrière. Finalement, la mère parla. La mère dit, la traduction arriva, un mois. Mais vous tenez votre promesse. Les frères doivent aussi apprendre. Doivent se sentir bien en apprenant, ou May arrête, je le promets. Le soulagement de Kate était immense. Merci. Après leur départ, May s'approcha du bureau de Kate, les yeux humides. Merci, mademoiselle Walsh. Tu l'as mérité, May, en travaillant dur, en étant brillante. Kate s'accroupit à son niveau. Mais maintenant, tu dois m'aider à tenir ma promesse. Tes frères doivent aussi aimer apprendre. Peux-tu m'aider avec ça? May hocha solennellement la tête. J'aiderai. Cette nuit-là, Samuel trouva Kate assise dehors à nouveau, mais cette fois, elle souriait. J'ai entendu pour May, dit-il. Les nouvelles voyagent vite. Toujours. Il s'assit à côté d'elle pour la première fois. Vous avez bien géré la situation, en la défendant, mais aussi en faisant de la place au compromis. J'étais terrifié. Je pensais que j'allais la perdre complètement. Mais vous ne l'avez pas perdue. Vous vous êtes battu pour elle. Samuel resta silencieux un moment. C'est ce dont ses enfants ont besoin. Quelqu'un qui se bat pour eux. Tout le monde ne sera pas sauvé, Kate, mais ceux qui le seront, ils n'oublieront jamais qui s'est levé pour eux. Kate se tourna pour le regarder. Le regarder vraiment. Cet homme qui avait tout perdu et s'était reconstruit en quelqu'un qui protégeait les autres. Qui avait créé une école parce qu'il ne pouvait pas sauver sa propre fille, mais pouvait sauver celle de quelqu'un d'autre. Merci, dit-elle, pour ça, pour avoir cru que je pouvais le faire. Vous le faites. J'ai juste fourni l'espèce. Samuel, Kate, sa voix était douce. Vous ne me devez pas de gratitude. Vous gagnez votre place ici, comme tout le monde, avec du travail, avec du courage, en vous présentant chaque jour, même quand c'est difficile. Quelque chose passa entre eux, une compréhension plus profonde que les mots. Deux personnes qui avaient été brisées par des chagrins différents, trouvant un but au même endroit. Je suis contente d'être restée, dit Kate. Moi aussi. Assise là, dans le calme, Kate réalisa que pour la première fois depuis des années, elle ne se contentait pas de survivre. Elle vivait, construisait quelque chose qui comptait, faisait une différence, aussi petite soit-elle. Le poste d'enseignante qu'elle avait perdu concernait la stabilité et le statut. Ce travail, cette école, ses enfants, concernait la transformation. La leur et la sienne. Et peut-être que Samuel avait raison. Peut-être que faire un petit bien, c'était quand même faire du bien. Peut-être qu'un coin du monde suffisait à guérir, si on était assez courageux pour essayer. L'hiver arriva tôt cette année-là, déferlant des montagnes avec une férocité qui prit tout le monde au dépourvu. L'école fonctionnait depuis 6 semaines lorsque la première vraie neige tomba. Kate se réveilla dans ce silence. Le genre de silence qui signifiait que le monde avait changé pendant la nuit. Elle ouvrit la porte de sa cabane pour trouver tout enseveli sous 60 centimètres de blanc. Samuel apparut dans l'heure, menant un cheval à travers des congères qui atteignaient le poitrail de l'animal. « L'école est annulée, dit-il sans préambule. Pour combien de temps? Le temps qu'il faudra pour déneiger la grange et s'assurer que personne ne gèle en y allant. » Il étudia son visage. « Vous avez l'air déçu. Les enfants commençaient juste à faire de vrais progrès. » Diego lit des phrases. May fait des multiplications. Si nous arrêtons maintenant, Kate, c'est l'hiver, c'est le Montana. Vous aurez tout le temps d'enseigner quand nous ne nous battrons pas pour survivre. Mais 3 jours plus tard, la neige cessa et le soleil apparut, transformant le monde en un blanc aveuglant. Kate se rendit péniblement à la grange de l'école, déterminée à au moins préparer des leçons pour la reprise des cours. Elle y trouva May, déjà là, assise à son pupitre avec une ardoise, s'exerçant aux lettres. « May, le cœur de Kate se serra. Comment es-tu arrivée ici? » J'ai marché. Ce n'est pas loin. Le souffle de l'enfant formait des nuages dans l'air glacial. Je m'entraîne tous les jours. Je ne veux pas oublier. Kate alluma le poêle avec des mains tremblantes. Tes parents savent que tu es là.
Maman dit que je perds mon temps. Papa dit de me laisser partir si je veux. Le petit visage de May était empreint de détermination. Je ne perds pas mon temps, mademoiselle Walsh, j'apprends. 20 minutes plus tard, Maria apparut, puis Diego, puis 3 autres enfants, tous marchant péniblement dans la neige qui leur arrivait à la taille, refusant de laisser l'hiver leur voler leur éducation. Kate leur enseigna ce jour-là dans une grange à moitié gelée. Son souffle était visible, ses mains engourdies, son cœur si plein que ça faisait mal. Quand Samuel vint de la voir ce soir-là, elle lui raconta ce qui s'était passé. Son expression passa par la surprise, la fierté et quelque chose de plus profond. Ils sont venus d'eux-mêmes, chacun d'eux, à travers une neige plus haute que leur tête, parce qu'ils ne voulaient pas arrêter d'apprendre. Samuel resta silencieux un long moment. Ce n'est pas juste de l'enseignement, Kate, c'est de la transformation. C'est eux, pas moi. Ce sont eux qui ont choisi. Ils ont choisi parce que vous leur avez donné quelque chose qui valait la peine d'être choisi. Il se rapprocha. Comprenez-vous ce que vous avez fait? Vous avez rendu l'éducation plus importante que le confort, plus que la commodité. C'est extraordinaire. Kate sentit la chaleur monter à son visage. J'ai juste... Vous venez de changer des vies. La voix de Samuel était rauque. Ne le diminuez pas. Le moment s'étira entre eux, chargé de quelque chose qu'aucun des deux n'était prêt à nommer. Puis Jack fit irruption dans la cabane. « Patron, on a un problème. Coleman est là avec 3 hommes de la ville. Il dit qu'il doit vous parler maintenant. » Coleman se tenait dans le bureau de Samuel, flanqué de 2 hommes que Kate ne reconnaissait pas et d'un qu'elle connaissait. Le chef de gare qui l'avait renvoyé la première nuit. Wade. La voix de Coleman était tendue d'une colère à peine contenue. « Nous devons discuter de votre école. Rien à discuter. C'est sur ma propriété, mes affaires. Ça devient l'affaire de la ville quand vous minez notre système éducatif établi. » Coleman fit un geste brusque. « Vous enseignez à des enfants qui devraient fréquenter mon école, divisant la communauté, créant la division. » La voix de Samuel devint dangereusement calme. « Votre école n'accepte pas ces enfants. Il n'y a donc pas de division, juste de l'inclusion. Une inclusion qui vous met mal à l'aise. Le conseil scolaire a des normes. Le conseil scolaire a des préjugés. » Samuel se leva. « Et si vous êtes venu ici pour exiger que je ferme l'éducation pour des enfants que vous n'enseignerez pas, vous pouvez partir maintenant. Je suis venu ici pour vous avertir. » Le visage de Coleman devint rouge. Il y a des lois sur les qualifications pédagogiques appropriées, les exigences de licence. Et j'ai fait mes recherches. Mademoiselle Walsh n'a pas de certificat d'enseignement officiel, ce qui signifie que cette école fonctionne illégalement. L'estomac de Kate se noua. Elle n'avait jamais pensé à la certification. Elle avait supposé que son éducation et son expérience suffisaient, c'est vrai, lui demanda Samuel sans se retourner. J'ai des références, ma formation, mais pas de certificat. Coleman sourit triomphalement. Ce qui signifie que je peux déposer une plainte auprès des autorités territoriales. Faire fermer cette école en 1 semaine. Fils de... Samuel fit un pas en avant. Jack se déplaça pour le retenir. Je propose une solution, continua Coleman doucement. Mademoiselle Walsh peut travailler sous ma supervision, n'enseigner que le programme que j'approuve, se soumettre à des inspections régulières et transférer tout élève doué à mon école pour un enseignement avancé. Non. La voix de Kate coupa l'attention. Je ne compromettrai pas ce que ces enfants apprennent pour satisfaire votre besoin de contrôle. Alors vous opérez illégalement et je vous ferai fermer. Essayez. La voix de Samuel était d'acier. J'engagerai des avocats, je vous combattrai dans tous les tribunaux du territoire. Et pendant que nous y sommes, je m'assurerai que tous les journaux d'ici à Washington sachent que le directeur de l'école de Dry Hollow est tenté de refuser l'éducation à des enfants en raison de leur race. Le sourire de Coleman disparut. Vous me menacez. Je vous promets, si vous vous en prenez à Kate ou à cette école, je ferai de la destruction de votre réputation et de votre carrière ma mission. Les 2 hommes se regardèrent, la rage crépitant dans l'air. Finalement, Coleman ajusta son manteau. « Vous le regretterez, Wade. » Tous les 2. Il sortit à grands pas, ses hommes le suivant. La porte du bureau claqua. Kate ne pouvait plus respirer. Il a raison. Je n'ai pas de certification. Il peut nous faire fermer. Pas si je déclare que vous êtes mon employé privé enseignant aux enfants de mes ouvriers.
Samuel se dirigeait déjà vers son bureau, sortant des papiers. C'est une faille, mais c'est légal. Vous ne dirigez pas une école publique. Vous fournissez des services éducatifs sous contrat. Est-ce que ça marchera? Il le faut. Il commença à écrire rapidement. J'irai en ville demain. Je déposerai les papiers. Mais Kate, il leva les yeux. Ça change les choses. Coleman ne va pas s'arrêter. Il cherchera n'importe quelle excuse pour nous faire fermer ou vous discréditer. Nous devons être parfaits. Pas d'erreur, pas de vulnérabilité. Kate hocha la tête, mais ses mains tremblaient. Elle savait qu'il pourrait y avoir de la résistance. Elle n'avait pas anticipé une guerre. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Elle repassait sans cesse les mots de Coleman, ses menaces. La satisfaction dans sa voix quand il avait trouvé sa faiblesse. On frappa à sa porte, la faisant sursauter. Samuel se tenait dehors, le col relevé contre le froid. J'ai vu votre lampe encore allumée. Je n'arrivais pas à dormir. Moi non plus. Il hésita. Je peux entrer? Je dois vous parler de quelque chose. Kate s'écarta. Samuel entra, enleva son chapeau, et soudain sa petite cabane sembla incroyablement intime. Je veux que vous compreniez ce que vous risquez, dit-il sans préambule. Si Coleman va jusqu'au bout, si cela devient une bataille juridique, votre nom sera dans les journaux territoriaux. Votre réputation sera scrutée. Les gens fouilleront dans votre passé, vos qualifications, chaque décision que vous avez prise ici. Je sais. Vraiment? Les yeux de Samuel étaient intenses. Parce que je ne pense pas que vous le sachiez. Ce ne sera plus un principe abstrait. Ce seront des attaques personnelles, des ragots, des rumeurs. Ils vous diront non qualifiées, inappropriées, dangereuses pour les enfants. Ils diront que vous m'avez séduit pour créer ce poste. Qu'ils le disent, Anne. La voix de Kate était stable. On m'a déjà traité de pire. On m'a renvoyé, ignoré, oublié. Au moins 7 fois, et m'attaquera pour quelque chose qui compte. Samuel l'étudia. Vous êtes sûr? J'en suis sûr. Elle se rapprocha. Ces enfants marchent dans la neige parce qu'ils ne voulaient pas arrêter d'apprendre. S'ils sont assez courageux pour ça, je peux être assez courageuse pour affronter Coleman. Quelque chose vacilla dans l'expression de Samuel, de l'admiration mêlée d'inquiétude. Vous avez changé depuis votre arrivée ici. Vous êtes devenue plus dure, plus forte. C'est une mauvaise chose? Non. Sa voix baissa. C'est remarquable. L'air entre eux changea, chargé d'une conscience qu'aucun n'avait reconnue auparavant. Il se tenait assez près pour que Kate puisse voir les fils d'argent dans les cheveux de Samuel à ses tempes. La cicatrice sur sa mâchoire, la façon dont ses yeux contenaient à la fois le deuil et quelque chose de plus nouveau, de plus dangereux. Samuel, je devrais y aller. Il recula brusquement. Demain matin, je pars tôt. Je dois déposer ces papiers avant que Coleman ne fasse son prochain coup. Il partit avant que Kate ne puisse répondre. Elle resta seule dans le vide soudain. Le pouls battant, l'esprit tourbillonnant. Quelque chose avait failli se passer. Quelque chose qui aurait tout compliqué, ou peut-être tout clarifié. Samuel revint de la ville 2 jours plus tard avec des nouvelles à la fois bonnes et mauvaises. J'ai déposé les papiers. Vous êtes officiellement une éducatrice privée sous contrat. Coleman ne peut pas toucher à ça. Il lui tendit d'un dossier. Mais le chef de gare, Brennan, il a parlé. Il répand des rumeurs sur vous, disant que vous m'avez manipulé, que vous utilisez votre position pour me séduire en vue du mariage afin de vous emparer de mon ranch. Le visage de Kate brûla. C'est absurde. Bien sûr que ça l'est, mais les rumeurs n'ont pas besoin de vérité, juste de répétition. La mâchoire de Samuel était tendue. Je vous le dis parce que vous devez faire attention à la façon dont vous vous habillez, dont vous agissez avec moi en public. Les gens nous observent maintenant, cherchant la preuve que leurs soupçons sont justes. Alors, nous ne pouvons même pas parler sans être accusés. Nous ne pouvons pas leur donner de munitions. La voix de Samuel était rauque. Je sais que ce n'est pas juste, mais jusqu'à ce que Coleman abandonne ou que ça se calme, nous devons être circonspects. Kate voulait argumenter, voulait se déchaîner contre l'injustice, mais elle comprenait. Dans ce monde, la réputation d'une femme était fragile, facilement brisée par les ragots. Très bien, elle redressa le dos. Alors nous serons professionnels, enseignantes et employeurs, rien de plus. Quelque chose comme de la douleur traversa le visage de Samuel. Kate, vous avez raison, nous devons être prudents. Elle croisa son regard. Je ne leur donnerai pas la satisfaction d'avoir raison sur moi.
Les 3 semaines suivantes furent une torture. Kate se jeta dans l'enseignement avec une intensité obsessionnelle. Elle prolongea les heures de classe, ajouta des cours du soir pour les travailleurs adultes qui voulaient apprendre. Elle créa une bibliothèque de prêt avec des livres que Samuel avait achetés en ville. Les enfants s'épanouirent. Diego lisait au niveau de la 4e année. May était passé à l'algèbre de base. Même les élèves réticents faisaient des progrès. Mais Kate ne voyait Samuel qu'en passant. De brèves conversations sur les fournitures ou l'emploi du temps. Jamais seul, jamais plus que professionnellement nécessaire. Et ça la tuait. Parce que quelque part dans les mois qui avaient suivi son arrivée, quelque chose avait changé. Samuel n'était plus seulement son employeur ou son sauveur. Il était l'homme qui comprenait ses échecs et voyait de sa valeur malgré tout, qui se battait pour elle quand elle ne pouvait pas se battre pour elle-même, qui la faisait rire malgré tout, qui la regardait parfois comme si elle était la réponse à une question qu'il avait cessé de se poser. Mais il ne pouvait pas le reconnaître, ne pouvait pas le risquer. Pas avec Coleman qui les observait, attendant qu'il fasse une erreur. Puis Rosa apparut à l'école un après-midi, le visage pâle. « Mademoiselle Walsh, vous devez venir. C'est Diego. » Le cœur de Kate s'arrêta. Qu'est-il arrivé? Son papa. Il a dit que Diego devenait trop fier, trop américain. Ce matin, Diego a refusé de travailler. Il a dit qu'il devait d'abord finir ses devoirs. Son papa s'est mis en colère, très en colère. Il a battu Diego. Il a dit « Plus d'école. Diego doit travailler comme un homme. » Où est-il maintenant? Dans notre cabane, en train de pleurer. Son papa a dit que s'il essayait de revenir à l'école, il le battrait encore plus fort. Kate se mit en mouvement avant même d'y penser. Elle attrapa son manteau, suivit Rosa à travers le froid. Diego était recroquevillé sur son lit, le visage meurtri, les lèvres fendues. Quand il vit Kate, la honte inonda son expression. « Je suis désolé, mademoiselle Walsh. J'aurais dû travailler. Je n'aurais pas dû... » « Tu n'as rien fait de mal. » Kate s'accroupit à côté de lui, la fureur et le chagrin se battant en elle. L'éducation n'est pas de la défiance. C'est ton droit. Papa dit que j'oublie ma place, que je me crois meilleur que lui. Tu lui as dit ça? Non, je voulais finir ma leçon de lecture. J'étais si près de comprendre l'histoire. La voix de Diego se brisa. Est-ce mal de vouloir ça? Jamais. Kate regarda Rosa. Où est son père maintenant? Au travail. Il ne rentrera pas avant la nuit. Kate prit une décision qui pourrait tout détruire. Diego vient à l'école. Il y reste cette nuit. Demain, nous verrons ce qu'il faut faire. Mademoiselle Walsh, son papa sera furieux. Ça m'est égal. Kate aida Diego à se relever. Aucun enfant ne se fait battre pour vouloir apprendre. Pas tant que je suis là. Elle amena Diego à la grange de l'école, l'installa confortablement près du poêle, nettoya ses blessures. Puis elle envoya Jack chercher Samuel. Il arriva en quelques minutes, jeta un coup d'œil à Diego et son expression devint glaciale de rage. Qui a fait ça? Son père, pour avoir refusé de manquer l'école. La voix de Kate tremblait. Samuel, je l'ai amené ici. Je sais que ce n'est pas à moi d'interférer dans la discipline familiale, mais je ne pouvais pas. Vous avez fait exactement ce qu'il fallait. Samuel s'accroupit à côté de Diego. Tu es en sécurité ici, personne ne te fera de mal à nouveau. Mais papa, je parlerai à ton papa. Je lui ferai comprendre que l'éducation ne signifie pas le manque de respect. Mais tu ne retournes pas là-bas ce soir. 1 heure plus tard, le père de Diego arriva, furieux et exigeant. Vous n'avez pas le droit de prendre mon fils. J'ai tout à fait le droit de protéger les enfants sur ma propriété. La voix de Samuel était comme du fer. Vous voulez discipliner votre fils? C'est entre vous et lui. Mais vous ne le battez pas à 100 pour vouloir apprendre. Pas dans mon ranch. C'est mon fils, mes règles. Et c'est mon école, mes règles. Samuel se rapprocha. Voici ce qui va se passer. Diego reste à l'école ce soir. Demain, il retourne chez vous. Mais vous ne le touchez plus avec colère. Si vous avez un problème avec son éducation, vous me parlez. Si vous voulez qu'il travaille, nous arrangerons un emploi du temps qui permette les deux. Mais si vous levez la main sur lui à nouveau pour avoir essayé de s'améliorer, vous aurez affaire à moi. Sommes-nous clairs? L'impasse s'étira. Puis le père de Diego cracha par terre et partit en trombe. Kate expira, tremblante. Merci. Ne me remerciez pas.
La voix de Samuel était dure. Ce n'est pas fini. Il est humilié, en colère, et il s'en prendra à Diego à la première occasion. Alors, que faisons-nous? Je ne sais pas encore. Samuel passa une main dans ses cheveux, mais je ne laisserai pas ce garçon se faire blesser à nouveau. Cette nuit-là, Kate s'assit avec Diego pendant qu'il dormait. Elle regardait son visage meurtri et sentait le poids des conséquences qu'elle n'avait pas anticipées. Elle avait voulu donner à ses enfants une éducation. Elle n'avait pas réalisé que cela pourrait déchirer leur famille, les mettre en danger, les forcer à faire des choix impossibles entre héritage et avenir. Samuel la trouva encore là à minuit. « Vous devriez dormir, dit-il doucement. « Je ne peux pas. Chaque fois que je ferme les yeux, je vois le visage de son père. La rage. Samuel, et si j'avais tout empiré? Et si essayer d'aider ses enfants n'avait fait que... Kate! Samuel s'assit à côté d'elle. Vous n'avez pas causé ça. La colère de cet homme face à ses propres limites, c'est ça qui a causé ça. Mais si je n'avais pas insisté autant, alors Diego serait toujours illettré et battu, juste pour des raisons différentes. La voix de Samuel était ferme. Vous n'êtes pas responsable de la violence des autres. Vous êtes responsable de donner aux enfants les outils pour y échapper. Mais s'ils ne peuvent pas s'échapper? Et si tout ce que j'ai fait, c'est leur montrer une porte qu'ils ne pourront jamais franchir? Alors au moins, ils savent que la porte existe. Samuel se tourna pour lui faire face complètement. Mary disait que l'espoir vaut mieux que l'ignorance, même quand l'espoir fait mal. Parce que l'espoir signifie la possibilité. Et la possibilité signifie que la vie n'est pas figée, n'est pas définitive. Vous avez donné à ces enfants la possibilité, Kate. Ne laissez pas un père en colère vous le faire regretter. Les yeux de Kate la brûlaient. Je ne veux pas qu'ils souffrent pour ce que je leur ai appris. Ils le feront peut-être. Probablement, certains d'entre eux. Le changement a toujours un coût. La main de Samuel se posa sur la sienne, là où elle reposait entre eux. Mais rester le même coûte plus cher. Vous le savez mieux que quiconque. Kate regarda leurs mains jointes. Ce moment était dangereux. Ils étaient seuls, tard dans la nuit. Trop proches, trop honnêtes. Samuel, murmura-t-elle, nous ne pouvons pas. Je sais. Mais il ne retira pas sa main. Kate, je dois vous dire quelque chose et je veux que vous écoutiez, c'est tout. N'argumentez pas, n'interrompez pas. Elle hocha la tête, le cœur battant la chamade. Quand je vous ai trouvé sur cette route, je pensais que je vous sauvais, que je faisais ce qui était juste parce que c'était juste. Mais quelque part entre ce moment et maintenant, ce n'était plus une question de vous sauver. C'est devenu une question de... Il s'arrêta, cherchant ses mots. Vous avez tout changé. Vous avez redonné un sens à ce ranch. Vous m'avez rappelé pourquoi je l'avais construit en premier lieu. Et quand je vous regarde vous battre pour ces enfants, quand je vois votre courage, votre entêtement et votre refus absolu d'abandonner, Samuel, non. La voix de Kate se brisa. Si vous le dites, tout change. Et nous ne pouvons pas nous le permettre. Je sais que nous ne le pouvons pas. Sa main se resserra sur la sienne. C'est pourquoi je le dis maintenant, pendant que nous avons encore ce moment. Parce que demain, nous redeviendrons professionnels, prudents. Mais ce soir, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seulement mon employé. Vous êtes... Il s'arrêta, la mâchoire crispée. Vous êtes tout ce que je ne savais pas que j'étais encore capable de ressentir. Kate ne pouvait plus respirer, ne pouvait plus passer au-delà du rugissement dans ses oreilles. Nous ne pouvons pas donner suite à ça, réussit-elle à dire. Je sais, Coleman nous détruirait tous les deux. Je sais, Samuel, je ne demande rien. Sa voix était rauque. Je voulais juste que vous sachiez que vous comptez, que vous êtes vu, que quelqu'un, il s'arrêta, que je vous vois. Les mots restèrent suspendus entre eux comme une promesse et une blessure. Puis Diego s'agita dans son sommeil et le moment se brisa. Samuel se leva. Reposez-vous. Nous trouverons une solution pour Diego demain. Il sortit, laissant Kate assise dans la grange chaude, les mains encore picotantes de son contact et le cœur brisé par le poids de ce qui ne pourrait jamais être. Parce qu'il avait raison. Ils ne pouvaient pas donner suite à ça. Ne pouvaient pas risquer tout ce qu'ils avaient construit pour quelque chose d'aussi égoïste que l'amour. Mais savoir qu'ils le ressentaient aussi, cela rendait l'impossibilité à la fois meilleure et infiniment pire. Le matin apporta des conséquences auxquelles Kate ne s'était pas préparée. Le père de Diego revint avec 4 autres hommes,
tous des ouvriers du ranch, tous avec des enfants dans l'école de Kate. Samuel les rencontra devant la grange, se positionnant entre eux et la porte où Diego dormait encore. Nous voulons récupérer nos enfants, dit le père de Diego, la voix dure. Vous leur remplissez la tête d'idées, les faites manquer de respect à leur famille. Nous ne voulons plus de votre école. Kate sortit de la grange, le cœur battant. Vos enfants apprennent à lire, à compter, à penser. Ce n'est pas un manque de respect. Vous apprenez à mon fils qu'il est trop bien pour un travail honnête, que les livres comptent plus que la famille. Ce n'est pas de l'éducation, c'est du poison. Je lui apprends qu'il a des choix. Des choix, un autre homme s'avança, l'un des ouvriers allemands. Ma fille rentre à la maison en demandant pourquoi elle doit se marier, pourquoi elle ne peut pas aller en ville et travailler. Vous mettez ces idées dans sa tête, je mets de la connaissance dans sa tête, rétorqua Kate. Ce qu'elle en fait, c'est son choix. Non. La voix du père de Diego était plate. C'est de notre choix. Nous sommes les parents, pas vous. Et nous choisissons plus d'écoles. L'expression de Samuel était taillée dans la pierre. Vous voulez retirer vos enfants, c'est votre droit. Mais vous faites une erreur. L'éducation n'est pas l'ennemi. L'ignorance l'est. Facile à dire pour vous. Vous êtes un patron. Vos enfants... Le père de Diego s'arrêta, réalisant ce qu'il avait dit. Je suis désolé, je ne voulais pas dire... Non, vous avez raison. La voix de Samuel devint froide. Je n'ai pas d'enfants. Je les ai perdus avant qu'ils ne puissent apprendre à lire. Alors peut-être que je ne comprends pas. Ou peut-être que je comprends mieux que vous ne le pensez. Peut-être que je sais ce que c'est de voir la possibilité mourir. Et peut-être que c'est exactement pour ça que j'ai créé cette école. Pour que les enfants des autres n'aient pas à le faire. Le silence était brutal. Finalement, l'ouvrier allemand parla. Nous n'essayons pas d'être ingrats, Monsieur Wade, mais vous devez comprendre nos coutumes, nos traditions. Elles comptent aussi. Une éducation qui rend les enfants honteux de leurs parents n'est pas une bonne éducation. Kate sentit les mots comme une gifle. Je ne leur ai jamais appris à avoir honte. Vous leur avez appris qu'il y avait une meilleure façon de faire. La voix de l'homme était triste, pas en colère. Et peut-être qu'il y en a une, mais ce n'est pas notre façon de faire, et nous avons le droit de choisir notre façon. Un par un, les hommes retirèrent leurs enfants de l'école. Diego partit le dernier, des larmes coulant sur son visage meurtri, serrant l'ardoise avec son nom dessus. « Mademoiselle Walsh, murmura-t-il, je ne veux pas arrêter. Je sais. » La voix de Kate se brisa. « Mais ton père a le droit de décider. Est-ce juste si c'est mal? » La question resta en suspens, sans réponse. Le père de Diego l'emmena. Kate les regarda disparaître vers les cabines des ouvriers, et quelque chose en elle se brisa. La moitié de ses élèves partit en une seule matinée. Samuel la trouva 1 heure plus tard, assise dans l'école vide, fixant les pupitres abandonnés. Kate ne... Sa voix était creuse. Ne me dites pas que ce n'est pas ma faute. Ne me dites pas que j'ai bien fait. Parce que tout ce que je vois, c'est le visage de Diego, la façon dont il a supplié de rester. Il reviendra quand son père se calmera. Non, il ne reviendra pas. Kate leva les yeux, secs et brûlants. Parce que son père a raison. Je leur ai appris qu'il y avait une meilleure façon de faire. Je les ai fait remettre en question les choix de leurs parents. Et peut-être que c'était mal. Peut-être que j'étais si concentré sur le fait de leur donner une éducation que je n'ai pas pensé à ce que ça leur coûterait. Kate, vous ne pouvez pas... Je ne peux pas, quoi? Ne pas prendre mes responsabilités? Ne pas admettre que mes bonnes intentions ont peut-être tout empiré? Elle se leva, les poings serrés. Ces hommes avaient raison. Je ne comprends pas leur monde, leur lutte. Je suis venu ici en pensant que l'éducation était la réponse à tout. Mais peut-être que parfois, c'est juste une autre forme de violence. Ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? La voix de Kate Silva. J'ai déchiré des familles, Samuel. J'ai fait en sorte que des enfants remettent en question leurs parents. J'ai créé la division là où il y avait une communauté. Et pourquoi? Pour que quelques enfants puissent lire? Pour que je puisse me sentir importante? Kate, j'en ai fini. Les mots s'échappèrent de bang. Oh, qu'elle ne puisse les retenir. Je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus regarder des enfants souffrir pour vouloir ce que je leur ai appris à vouloir. Je devrais partir. Partir avant de causer plus de dégâts. Vous n'irez nulle part.
La voix de Samuel était calme. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Regardez-moi faire. Il se plaça entre elle et la porte. Vous êtes blessé et en colère, et vous cherchez quelqu'un à blâmer. Or, vous vous blâmez vous-même parce que c'est plus facile que d'accepter que parfois, il n'y a pas de bons choix, juste des choix difficiles. Ces enfants ont mis leurs parents mal à l'aise, ont défié le statu quo, et oui, cela a causé des conflits. Mais Kate, le conflit signifie que le changement est en train de se produire. Signifie que les anciennes coutumes sont remises en question. Et c'est terrifiant pour les gens qui ont bâti leur vie sur ces anciennes coutumes. Alors je devrais juste accepter que je détruis des familles. Vous ne détruisez rien. Vous offrez des outils. Ce que les gens font avec ces outils ne vous incombe pas. La voix de Samuel s'adoucit. Savez-vous ce que la mère de May m'a dit hier? Elle a dit que May lui avait appris 3 mots d'anglais. Et pour la première fois en 17 ans en Amérique, elle a pu lire un panneau de rue. Elle a pleuré. Kate, elle a pleuré parce que sa fille lui a donné quelque chose qu'elle pensait ne jamais avoir. La gorge de Kate se serra. Mais les autres ont peur et ils ont le droit de l'être. Le changement fait peur, mais ça ne veut pas dire que c'est mal. Je ne sais pas si je suis assez forte pour ça. Si vous l'êtes. Les mains de Samuel se posèrent sur ses épaules, la stabilisant. Vous êtes la personne la plus forte que je connaisse. Vous avez parcouru 800 milles seul, survécu à l'abandon, bâti une école à partir de rien. Et vous allez continuer à la construire parce que les enfants qui restent, ils ont besoin de vous plus que jamais. Kate leva les yeux vers lui, et quelque chose dans son expression fit battre son cœur. De la détermination mêlée à quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Samuel, nous ne pouvons pas, je sais ce que nous ne pouvons pas faire, mais je sais aussi ce que je ne ferai pas. Je ne vous laisserai pas abandonner. Je ne vous laisserai pas croire que vous avez échoué alors que vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Sa prise se resserra, et je ne ferai plus semblant que vous êtes juste mon employé, que ce que je ressens est professionnel, ou pratique, ou sûr. Samuel, je vous aime. Les mots restaient en suspendus entre eux comme un éclair avant le tonnerre. J'aime votre courage et votre entêtement et la façon dont vous vous battez pour des enfants qui ne sont même pas les vôtres. J'aime que vous traversiez un blizzard pour l'éducation, que vous affrontiez Coleman et que vous refusiez d'abandonner même quand ce serait plus facile. Et je sais que nous ne pouvons pas donner suite à ça. Je sais que Coleman nous surveille. Je sais que le moment est impossible. Mais je devais le dire. Je voulais que vous sachiez que quoi qu'il arrive ensuite, vous ne l'affrontez pas seul. Kate ne pouvait plus respirer, ne pouvait plus pinceler au-delà du rugissement dans ses oreilles. Elle s'arrêta, recommença. Je suis venu ici pour un travail qui n'existait pas. J'ai été oublié à une gare et laissé pour morte. Et vous ne m'avez pas seulement sauvé la vie. Vous m'avez donné une raison de vouloir la vivre. Kate, je vous aime aussi. Les mots jaillirent comme une confession. Je ne le voulais pas, je ne l'avais pas prévu, mais quelque part entre l'enseignement, les combats et les choix impossibles, vous êtes devenu tout. Et je ne sais pas quoi faire de ça parce que vous avez raison. Le moment est impossible. Coleman nous crucifierait tous les deux. Mais je ne peux plus faire semblant de ne pas le ressentir. Les mains de Samuel se posèrent sur son visage, le berçant avec une douceur choquante. Alors nous ne faisons pas semblant. Nous attendons. Nous continuons à construire ce que nous construisons. Et quand le moment sera venu, et si le moment n'est jamais le bon, alors nous le rendrons bon. Son pouce effleura sa joue. J'ai perdu Mary parce que je n'ai pas pu agir assez vite. Je n'ai pas pu la sauver. Mais vous, je peux vous protéger. Je peux vous attendre. Je peux construire une vie avec vous, si vous me le permettez. Kate se pencha dans son contact, les yeux brûlants. Et l'école, les enfants, si les gens savent, qu'ils le sachent. La voix de Samuel était féroce. J'en ai fini de cacher ce qui compte. Fini de laisser le jugement des autres dicter mes choix. Si Coleman a un problème avec nous, il peut s'adresser directement à moi. Samuel, ce n'est pas une agitation à l'extérieur la coupa. Des voix criant, le bruit des chevaux. Ils se séparèrent lorsque la porte s'ouvrit brusquement. Jack fit irruption, le visage pâle. « Patron, vous devez venir maintenant. Coleman est de retour avec le Marshal territorial. Il dit qu'il ferme l'école.
Il dit qu'il a des preuves de... Il jeta un coup d'œil à Kate, mal à l'aise. D'inconduite. Coleman se tenait dans la cour du ranch avec un grand homme portant un insigne de Marshall et 6 adjoints armés. Wade. La voix de Coleman était triomphante. Marshall Graves, voici Samuel Wade, propriétaire de cette propriété et l'homme dont je vous ai parlé. L'expression du Marshal était neutre mais ferme. Monsieur Wade, je suis ici au sujet d'une plainte déposée par le directeur Coleman. Il allègue que vous dirigez une école non autorisée avec une enseignante non certifiée. De plus, il a fourni le témoignage de plusieurs témoins affirmant une conduite inappropriée entre vous et Mademoiselle Walsh. L'estomac de Kate se noua. C'est un mensonge. Madame, je devrais vous parler séparément. Le ton du Marshal n'était pas méchant, mais il était inflexible. Mais d'abord, je dois voir les locaux de l'école et toute documentation pertinente. La voix de Samuel était dangereusement calme. Coleman, qu'est-ce que tu lui as raconté? La vérité. Que vous avez créé un poste pour une femme avec qui vous couchiez. Que vous utilisez les fonds du ranch pour entretenir votre maîtresse en prétendant que c'est pour l'éducation. Le sourire de Coleman était vicieux. J'ai des déclarations signées de 4 ouvriers affirmant qu'ils vous ont vu entrer dans sa cabane tard le soir, y restant des heures. C'est insensé. Vraiment? Coleman se tourna vers le Marshal. Fouillez la cabane, Marshal. Vous la trouverez étrangement bien meublée pour les quartiers d'une enseignante. Des objets personnels qui suggèrent l'intimité. Une femme vivant dans le luxe pendant que les familles honnêtes luttent. Kate sentit le piège se refermer. Parce qu'il avait raison. Samuel avait meublé sa cabane, lui avait apporté des choses pour la rendre confortable. Il était venu parler tard le soir quand il ne pouvait pas être professionnel en plein jour. Tout cela innocent. Tout cela accablant. Marshall, commença Samuel. Je ne sais pas ce que Coleman a payé ses hommes pour dire, mais je n'ai payé personne. La voix de Coleman résonnait d'une fausse droiture. J'ai simplement posé des questions et la vérité a émergé. Que vous utilisez l'éducation comme couverture pour la corruption morale et que Mademoiselle Walsh utilise sa position pour vous séduire en vue du mariage afin d'assurer son avenir. Ce n'est pas... La voix de Kate se brisa. Marshall, j'enseigne à des enfants. C'est tout. Monsieur Wade m'a embauché parce qu'il y avait un besoin. Tout le reste est... Alors ça ne vous dérangera pas si j'enquête. Le Marshal fit un signe à ses adjoints. Fouillez la cabane, l'école. Je veux que toute preuve d'inconduite soit documentée. C'était le moment. Le moment que Kate craignait depuis son arrivée. Sa réputation, sa position, tout ce qu'elle avait construit sur le point d'être détruit par la suspicion et les insinuations. Mais alors, Rosa s'avança de la foule qui s'était rassemblée. Marshall, je suis Rosa Delgado. Mon fils Diego, il était dans l'école de Mademoiselle Walsh. Madame, ce n'est pas... Vous voulez la vérité? Je vous donne la vérité. La voix de Rosa était forte. Mademoiselle Walsh, elle a sauvé la vie de mon fils. Quand son père l'a battu pour vouloir apprendre, elle l'a protégé. Elle lui a appris à lire, à compter, à croire qu'il peut être plus qu'un ouvrier. Ce n'est pas de la séduction, c'est de l'amour. Du vrai amour, celui qui ne demande rien en retour. Madame Delgado, j'apprécie, n'appréciez rien. L'anglais de Rosa se brisa sous l'émotion. Vous venez ici avec des fusils et des insignes et vous jugez cette femme. Elle enseigne à des enfants que personne ne veut enseigner. Elle se bat pour eux quand personne ne s'est battu avant. Et vous voulez la détruire parce qu'elle met un homme puissant mal à l'aise? L'ouvrier allemand, celui qui avait retiré sa fille de l'école, s'avança. Rosa a raison. Mademoiselle Walsh, je ne suis pas d'accord avec ses méthodes, mais elle n'est pas immorale. Elle est juste. Il chercha ses mots. Elle se soucie trop. C'est son crime. Se soucier plus que ce avec quoi nous sommes à l'aise. Un par un, les ouvriers parlèrent. Certains qui avaient retiré leurs enfants, d'autres qui les avaient gardés à l'école. Tous témoignant que quoi que soit Kate, elle n'était ni une séductrice ni une fraudeuse. Le Marshal écouta, l'expression illisible. Finalement, il se tourna vers Coleman. « Directeur, ces témoignages ne correspondent pas à vos allégations. Ils la protègent. » « Ou vous avez menti. » La voix du Marshal devint dure. « Avez-vous ou non payé des ouvriers pour signer ces déclarations? » « Je ne l'ai pas fait. » Le visage de Coleman devint rouge. « J'ai peut-être offert une compensation pour leur temps. Vous les avez soudoyés. »
La voix de Samuel était mortellement calme. Vous avez fabriqué des preuves pour détruire la réputation de Kate parce qu'elle ne se soumettait pas à votre autorité. Ce n'est pas Marshall. Le père de May s'avança, sa femme à ses côtés. Je veux vous montrer quelque chose. Il désigna May qui serrait un morceau de papier. Ma fille, elle a écrit ça pour vous. Il le tendit au Marshall. Le Marshall lut à haute voix. Cher Marshall Graves, mon nom est May Chang. J'ai 6 ans. Mademoiselle Walsh m'apprend à lire et à écrire. C'est une bonne enseignante. C'est une bonne personne. S'il vous plaît, ne l'emmenez pas. Nous avons besoin d'elle. Signé May Chang, le papier fut passé. Chaque mot parfaitement formé, la grammaire impeccable. Cet enfant est 6 ans. La voix du Marshall contenait de l'émerveillement. 6 ans, confirma son père. Avant Mademoiselle Walsh, elle ne savait rien. Maintenant, elle lit, elle écrit, elle fait des calculs. Sa voix se brisa. Vous voulez détruire une enseignante qui fait ça? Alors vous détruisez l'espoir. Vous détruisez l'avenir et vous brisez le cœur de ma fille. Le Marshall resta silencieux un long moment. Puis il se tourna vers Coleman. Directeur, je refuse de poursuivre cette enquête. Les preuves ne soutiennent pas vos allégations. Et franchement, tenter de fermer une école servant des enfants de couleur en utilisant des accusations morales fabriquées, cela ne vous met pas en valeur, ni le gouvernement territorial. Cette affaire est close. Le ton du Marshall ne souffrait d'aucune discussion. Monsieur Wade, Mademoiselle Walsh, vous êtes libre de poursuivre vos efforts éducatifs. Directeur Coleman, je vous suggère de vous concentrer sur votre propre école et d'arrêter d'interférer avec l'éducation privée légale. Il monta sur son cheval, ses adjoints le suivant. Coleman resta figé, le visage violet de rage. Ce n'est pas fini, Wade. Je trouverai un autre moyen. Non, vous ne le ferez pas. La voix de Samuel était calme mais absolue, parce que si vous vous en prenez à nouveau à Kate ou à cette école, je ne me contenterai pas de vous combattre légalement. Je ferai de l'enquête sur chaque décision que vous avez prise, chaque contrat que vous avez signé, chaque faveur que vous avez échangée, ma mission personnelle. Et je continuerai à creuser jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui mette fin à votre carrière de façon permanente. Vous menacez un fonctionnaire. Je promets à un homme corrompu que sa protection vient de prendre fin. Samuel se rapprocha. Partez maintenant et ne revenez pas. Coleman partit, emportant son humiliation avec lui. La foule se dispersa lentement, mais avant de partir, chaque famille s'approcha de Kate. Rosa la serra dans ses bras. Merci de vous battre pour nos enfants. L'ouvrière allemand lui serra la main. Ma fille, peut-être qu'elle pourra revenir si vous l'acceptez. Le père de Diego s'approcha en dernier, la honte dans les yeux. Mademoiselle Walsh, j'avais tort sur beaucoup de choses. Diego, il peut revenir si vous le permettez. La gorge de Kate était trop serrée pour parler. Elle hocha simplement la tête. Quand tout le monde fut parti, Samuel la prit dans ses bras, là dans la cour du ranch, à la vue de tous. Samuel, les gens vont voir. Bien. Qu'ils voient, sa voix était féroce contre ses cheveux. J'en ai fini de cacher ce que tu signifies pour moi. Fini de prétendre que tu es juste une employée. Tu es la femme que j'aime, la femme avec qui je veux construire une vie. Et quiconque a un problème avec ça peut s'adresser à moi. Kate recula juste assez pour voir son visage. Vous réalisez ce que vous risquez? Votre réputation, vos relations d'affaires? J'ai déjà tout perdu ce qui comptait une fois. Je ne le perdrai pas à nouveau en ayant trop peur de le revendiquer. Les mains de Samuel encadrèrent son visage. Kate, je te demande de rester. Pas comme mon enseignante, comme ma partenaire, mon égale, la femme qui fait de ce ranch un foyer au lieu d'un simple lieu de travail. Samuel, je sais que c'est trop tôt. Je sais que tu as peut-être besoin de temps, mais je devais le dire. Je voulais que tu saches que quand tu seras prête, si jamais tu es prête, je suis là à attendre, à construire une vie que tu pourrais vouloir partager. Kate regarda cet homme qui lui avait sauvé la vie 2 fois maintenant. Une fois du froid, une fois de l'insignifiance. Qui s'était battu pour elle, l'avait protégée, l'avait aimée sans rien exiger en retour. Je n'ai pas besoin de temps. Sa voix était stable malgré les larmes sur ses joues. J'ai passé toute ma vie à attendre d'être choisi, de compter pour quelqu'un. Et toi, tu ne m'as pas seulement choisi. Tu m'as vu. Tu m'as vraiment vu.
Tu as vu au-delà de l'orpheline abandonnée et de l'enseignante désespérée, la personne que j'essayais de devenir. Kate, je reste. Pas seulement pour l'école ou les enfants. Pour toi, pour nous, pour tout ce que nous pouvons construire ensemble. Samuel l'embrassa alors, un baiser doux et féroce, plein de promesses. Et Kate lui rendit son baiser, goûtant le sel, l'espoir et l'avenir auquel elle avait cessé de croire. Quand ils se séparèrent enfin, le soleil se couchait, peignant le ranch d'or. Nous devrions probablement le dire à Madame Perry, dit Kate en riant à travers ses larmes, avant qu'elle ne l'apprenne par les ragots de la ville. Ou nous pourrions attendre qu'elle vienne te voir demain, la surprendre. Samuel Wade, suggérez-vous que nous laissions les gens parler? Je suggère que je me fiche de ce que les gens disent, seulement de ce que tu veux. Il la serra à nouveau contre lui. Que veux-tu, Kate? Elle regarda la grange de l'école, les cabinets des ouvriers, la terre s'étendant vers les montagnes. Elle pensa à Diego et May et à tous les enfants qui attendaient d'apprendre, à Rosa et à l'ouvrier allemand et aux familles qui choisissaient de lui faire confiance à nouveau, à cette vie impossible et magnifique dans laquelle elle était tombée par accident et qu'elle avait construite par pure détermination. « Je veux ça, dit-elle simplement. Ce ranch, cette école, ces enfants. Toi. » Elle croisa son regard. « Je veux enseigner, me battre et construire quelque chose qui compte, et je veux le faire avec toi à mes côtés. Alors c'est ce que nous ferons. » La voix de Samuel était sûre, solide, et un foyer. Ensemble. Debout là, dans la lumière déclinante, Kate réalisa qu'elle avait enfin trouvé ce qu'elle cherchait depuis toujours. Pas le sauvetage, ni la charité, ni un espace emprunté dans la vie de quelqu'un d'autre, mais l'appartenance, le but, l'amour donné librement et rendu de la même manière. Un endroit qui était le sien non pas parce que quelqu'un le permettait, mais parce qu'elle l'avait mérité. Avec courage, entêtement, et en refusant d'abandonner, même quand ce serait plus facile. Elle avait parcouru 800 miles pour une promesse qui s'était avérée être un mensonge, avait été abandonnée à une gare et laissée pour morte, avait perdu tout ce qu'elle pensait qui la sauverait. Et en perdant tout, elle avait trouvé la seule chose qui comptait, une vie qu'elle avait choisie, construite de ses propres mains, vécue selon ses propres termes. Le poste d'enseignante qu'on lui avait promis aurait été sûr, petit et oubliable. Cette vie sauvage, difficile, extraordinaire, était dangereuse, immense et impossible à ignorer. Et elle était à elle, complètement, finalement, absolument à elle.